Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots-Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Marie Marquet. Bonjour Marie. Bonjour Pauline. Alors, première question Marie, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter ton parcours et comment tu es arrivée à la teinture végétale? Oui, alors moi en fait au départ je viens de l'archéologie, donc j'étais archéologue. J'ai un parcours double parce qu'en fait j'ai commencé des études universitaires et en même temps très tôt j'ai commencé à faire du terrain, donc à travailler vraiment sur des sites archéologiques pour faire des fouilles, etc. Dans ce cadre-là, on était une équipe d'étudiants et de chercheurs et on a commencé à faire de la reconstitution de techniques anciennes. Donc on pratiquait les techniques des objets qu'on retrouvait pour essayer de comprendre par le biais de ces pratiques les techniques en jeu et au-delà des techniques, les ressources nécessaires, les enjeux par rapport à ces ressources, les modes de transformation et les outils. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reconstitution archéologique. Et ça a de l'importance parce qu'en fait, à l'époque, j'ai fait plein de trucs. Bon, ça commence avec faire du feu. Ou j'ai la chance en plus d'être née dans un atelier de céramique, donc on faisait, enfin voilà, de la poterie, mais aussi des habitats, différents types de savoir-faire appliqués à des réalisations d'objets et de choses utiles pour la vie ancienne. C'est avec ce point de départ, en fait, dans la tête, que j'ai commencé à m'intéresser plus largement peut-être à des choses à l'époque moins décrites. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que je me suis spécialisée très tôt sur l'histoire de l'Afrique et l'archéologie africaine. Donc j'étais à Paris 1 et je travaillais avec Jean Paulet, qui était directeur de recherche et qui travaillait sur l'Afrique. Et grâce à lui, on a pu partir travailler sur un site qui est dans le nord du Mali, qui s'appelle Dia, et un très très beau site archéologique et un très beau lieu aussi. Une fois sur place, donc j'avais pas encore commencé à travailler sur le textile. J'ai rencontré des potières, j'ai commencé à enquêter sur leurs pratiques, sur leur savoir-faire, les modes de cuisson, où est-ce qu'on trouve l'argile, enfin voilà, tout un tas de questionnements que j'ai eu en parallèle avec les fouilles qu'on faisait in situ. Et puis au bout d'un moment, s'est posé la question de mes futures recherches universitaires. Et à ce moment-là, moi je me suis rendu compte que ce qui m'attachait vraiment, c'était justement ce rapport homme-environnement. Donc comment, à partir des ressources d'un territoire, on pratique et on transforme des choses pour la vie de tous les jours, pour ce qu'on peut faire. J'ai aussi envie de dire que si j'ai fait de l'archéologie, je pense que c'est qu'au départ, j'avais une curiosité pour savoir comment on en était arrivé à ce qu'on vit maintenant, à là où on en est, avec effectivement une société, une civilisation très complexe, mais aussi avec plein de travers et de problématiques écologiques. Donc je pense que c'était mon moteur déjà à l'époque, déjà quand j'étais toute jeune étudiante. Dans la foulée donc de cette fouille, j'ai voyagé au Mali et j'ai rencontré deux messieurs très intéressants qui avaient monté un atelier à Bamako où ils faisaient en fait la transmission de techniques qui au départ sont des techniques de teinture pratiquées par les femmes, mais qui ont été réinvesties par ce groupe d'artistes comme un moyen d'expression et peut-être plus largement support identitaire un peu. Je sais pas si je suis claire, donc peut-être je vais détailler. Donc c'était cet atelier était à Bamako. Donc ces deux personnes, donc Issa Niambélé et puis Augustin Sankara, tous les deux, ils travaillaient en fait dans l'idée de valoriser cette technique de teinture ancienne, connue par les femmes, pratiquée dans les villages, en milieu rural, mais ils la valorisaient pour des créations contemporaines et ils le faisaient notamment en accueillant des jeunes hommes et femmes, mais principalement quand même des garçons très jeunes, qui par ce biais pouvaient acquérir un savoir-faire et un mode de création. Donc les deux, ils étaient plutôt issus du monde des beaux-arts. C'était quand même des personnes qui avaient une grosse réflexion sur leur travail de transmission.
Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai commencé à travailler sur cette technique du bogolan et à m'intéresser à des pratiques textiles. Donc, à l'époque, complètement in situ au Mali, sans me poser forcément la question d'autre chose. C'était une découverte qui s'est faite par les mains, j'ai envie de dire. Donc, le bogolan, en fait, c'est une technique typiquement malienne. C'est une technique qui utilise un principe que les teinturiers de teinture végétale connaissent bien, qui est en fait l'usage des tannins, qui sont donc des molécules colorantes présentes dans un certain nombre d'espèces, et leur réaction avec le fer. En l'occurrence, il se trouve qu'en Afrique de l'Ouest, on a des sols qu'on appelle latéritiques, donc des sols qui contiennent en fait des oxydes de fer, et ces oxydes précipitent au moment des pluies, de la saison des pluies, et donc la boue qui se retrouve au fond des mares et de ce qu'on appelle les marigots, c'est un endroit où on a une boue très fine qui vient du lessivage de ces sols. Cette boue contient du fer. Et par ailleurs, les plantes du Sahel sont beaucoup des plantes à tanins. Et donc, en utilisant les plantes à tanins pour teindre et en utilisant la boue ferreuse pour peindre le tissu, on arrive à faire des motifs en ocre et noir, un peu rouge, brun, suivant la gamme de plantes et les techniques employées. Voilà, donc cet atelier, c'est le premier endroit où j'ai commencé à travailler à l'usage des plantes et à la teinture. Et puis, grâce donc, à cette initiation, à cette découverte et à tout ce que ça m'a apporté sur les enjeux de ce qu'est la teinture aussi comme élément de l'identité, parce que cette teinture du bogolan, elle représente pour les Maliens un savoir-faire qui porte l'identité malienne, qui porte quelque chose de propre, permet d'assurer en fait une transmission vraiment de la culture. Donc, grâce à cette expérience, après le chantier s'est terminé, l'expérience avec eux s'est terminée, je suis rentrée en France. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, nous, comment c'était, nous, ici, puisque je faisais de la reconstitution de techniques anciennes. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, nous aussi, on devait bien avoir des plantes, on devait bien avoir des pratiques textiles complexes qui les utilisaient. Et c'est là que j'ai commencé à creuser ce sujet. Voilà, donc ça a commencé comme ça. C'est vrai que j'avais déjà un intérêt, j'ai envie de dire, pour ce rapport donc entre l'homme et l'environnement et les ressources d'un territoire. Mais je pense que là, ça m'a vraiment permis de commencer à m'intéresser à la botanique, à la diversité des milieux, aux pratiques qu'on a justement parce qu'on est dans un milieu et pas dans un autre, et donc à toute cette complexité qui découle des ressources. Et voilà, donc après cette étape, j'ai rencontré Marie-Pierre Puybarret. Donc moi, j'étais à l'époque médiatrice dans un musée de préhistoire. Je faisais de la présentation au public pour différentes techniques, comme j'expliquais, pour illustrer par la pratique ce que sont ces objets anciens qu'on retrouve dans les fouilles, etc. Et c'était le musée de préhistoire de Nemours. Et un jour, Marie-Pierre, que je connaissais pas encore, arrive. Et Marie-Pierre est tisserande. Et c'est une pionnière aussi dans cette démarche de mise en place de reconstitution autour de la teinture végétale et du textile. Donc, ça a été une grande rencontre. Marie-Pierre m'a ensuite initiée à ce qu'elle avait, elle, défriché, évidemment aussi avec un lien dans les travaux des personnes précédentes qui avaient pu travailler sur ce sujet. Et donc, elle m'a transmis en fait les premières recettes et les premières réflexions sur ce lien entre, disons, pratique textile, usage des ressources et puis rapport à l'archéologie. Et aussi qui m'a invitée à venir en tant que médiatrice travailler dans un site qui s'appelait le domaine de Samara, où on faisait donc elle du tissage, donc elle reconstituait par le tissage techniques textiles connues aux différentes périodes qu'il fallait illustrer, et moi je faisais les teintures. Je faisais les teintures avec des plantes qui étaient connues à ces époques-là. Et évidemment, en parallèle, j'ai dû beaucoup travailler les questions de botanique, approfondir la pertinence historique aussi de mes sources par rapport à ces différentes époques. On ne peut pas dire la même chose pour l'époque romaine, pour la période de l'âge du bronze ou pour l'époque médiévale. On a des récits complètement différents, des plantes différentes et des pratiques qui ont une continuité, mais qui ont beaucoup changé avec des enjeux. C'est là que je me suis dit, bah voilà, pour ma spécialisation, donc ce qu'on appelle maintenant un master 2, je vais travailler sur ce domaine. J'ai envie de travailler sur l'analyse des colorants qui sont présents sur les textiles en résonance avec un milieu, un environnement. Et comme j'étais africaniste, je voulais continuer à travailler en Afrique.
Et à ce moment-là, je suis allée rencontrer Dominique Cardon, qui m'a très chaleureusement accueillie, qui était hyper contente qu'il y ait, je pense, des gens pour défricher des nouveaux espaces, parce qu'elle avait cette très grande connaissance et en même temps conscience de tout ce qu'il y avait à faire encore comme travail et qu'il y avait tellement de recherches à conduire. Je pense aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était à une période charnière, c'est-à-dire que moi, ça se passe dans les années 95, 2000. Et en fait, à cette période-là, il y avait encore des gens qui faisaient des choses, qui pouvaient les faire avec un format, disons, d'héritage culturel mis en pratique dans le quotidien. Je pense que c'était un petit peu une chance de se mettre à penser à ça à ce moment-là, parce qu'en fait, on était à la limite de la destruction de ces savoirs par plein de raisons dont on pourrait parler aussi, mais voilà, pour pas allonger. Voilà, en tout cas, on était un peu sur la fin d'un cycle, avec la disparition assez rapide des personnes qui avaient ces connaissances et un faible remplacement, c'est-à-dire un faible, pas remplacement, mais peu de gens pour prendre le relais, tout simplement parce que, en gros, les marchés textiles ne permettaient plus à des artisans praticiens de techniques complexes et exigeantes, qui demandent d'avoir aussi à la fois beaucoup de connaissances, mais aussi disons, une pratique de cueillette, tout un tas d'ancrage dans un territoire. Les marchés permettaient plus de valoriser ça, en fait. C'était le moment où la fripe a commencé à envahir les marchés et à finalement remplacer les vêtements traditionnels. Donc, on était vraiment à cette charnière. Voilà, donc j'ai décidé de faire mon mémoire de recherche sur ce projet-là. Et je suis retournée au Mali. J'ai eu la chance d'avoir des aides, des filles jeunes et autres soutiens à l'époque pour pouvoir financer du terrain. Et j'ai fait du terrain au Mali avec un objectif très très précis qui était vraiment, c'était chouette parce que j'avais quelque chose de bien structuré et j'ai pu travailler donc à la fois sur le collectage vraiment ethnobotanique, donc récolter des plantes, demander aux gens qu'est-ce qu'ils en connaissent, quels sont les usages, quels sont les modes de transformation. Et de l'autre côté, une collection textile assez précieuse qui date du XIIIe siècle, qui a été trouvée dans les grottes du pays d'Ogon. C'est la falaise d'Ogon. Donc c'est des textiles de la culture Télème. Et ces textiles, ils ont été très bien préservés parce qu'en fait, c'est un milieu assez aride. Et donc, ils étaient conservés au musée de Bamako. Et Samuel Sidibé, son conservateur, était une personne très ouverte qui m'a accueilli lui aussi. Bon, il m'avait déjà rencontré à Dia, donc il savait que ça faisait un moment que je travaillais sur l'archéologie africaine. Mais il m'a accueilli vraiment de manière très chaleureuse pour me laisser non seulement voir et observer ses collections, mais même prendre des prélèvements. Parce qu'il faut bien comprendre que donc cette démarche, la démarche que j'ai mis en place à ce moment-là, avec le soutien de Dominique Cardon, qui évidemment était dans son rôle de directrice de recherche et m'a mis en lien avec des chimistes pour pouvoir faire les analyses. Cette démarche, elle consiste en récolter des plantes, faire des inventaires, faire des échantillons de teinture et comparer ce résultat avec les extractions avec les fibres elles-mêmes. Donc les fibres des textiles de D'accord. l'époque. Donc la démarche en elle-même, elle est passionnante parce qu'elle connecte en fait à une pratique d'inventaire que moi je crois que j'ai adoré faire ça, cet inventaire, et puis un récit historique sur une période donnée, sur une culture donnée. Donc très vite on se rend compte que tout n'est pas valable pour tout, c'est-à-dire que chaque chose faite à une époque n'est pas retrouvable quelques siècles plus tard. C'est pas parce qu'on a toujours les mêmes plantes que tout le monde se sert de tout. Donc, on a vraiment des faits culturels qui se cachent aussi dans les choix de plantes, dans les choix de recettes, même dans les choix de couleurs. Et ça, on peut le dessiner. Alors, parfois, on n'a pas les données de manière très, très pointue, parce que c'est des vestiges anciens, parce qu'on a des collections qui peuvent être fragiles et que le travail est long avant d'avoir des résultats qui vont vraiment être des certitudes. Mais malgré tout, la démarche en elle-même était très passionnante. Puis j'ai eu le soutien d'un botaniste sur place du CIRAD qui m'a aussi beaucoup aidé sur le côté botanique et détermination. Donc ça m'a permis quelque part de forger mes pratiques. En fait, je pense que ce moment de travail a été fondateur parce que d'un côté, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle de l'ethnobotanique de terrain. Donc j'ai collecté des plantes, collecté des savoirs et j'en ai fait une base de données. Donc c'était quand même un gros boulot. C'était beaucoup de plantes. J'ai travaillé sur toutes les sources aussi déjà publiées parce qu'il y avait des choses qui pouvaient avoir disparu, qui pouvaient être oubliées, mais qu'on retrouvait dans des écrits plus anciens, des années de la colonisation.
mais aussi parfois d'anthropologues ou d'ethnologues qui ont fait du terrain 20 ans ou 30 ans avant moi. Et puis, de l'autre côté, donc cette résonance avec une culture précise, des textiles précis dans un lieu et le récit qu'il peut y avoir autour de l'histoire de cette. Donc, c'est ça un peu le démarrage de mon travail. C'est vrai que, par contre, ça a été un modèle passionnant, mais pas toujours, comment dire, si facile à reproduire. Parce qu'en fait, il faut avoir des données de départ, donc des textiles archéologiques, des personnes en situation de transmettre. Donc, il y avait vraiment à ce moment-là quelque chose d'assez magique. Ça, c'est sur le début. Voilà. Et du coup, tu es resté combien de temps au Mali pour faire tout ça? Bah, ce terrain-là, il avait duré 3 mois. Le terrain de Dia, c'était pareil, Ouais. j'étais à 3 mois. Et le Mali, je suis retournée encore une autre fois pendant 2 mois. Voilà. Et D'accord, après, ok. plein de travail sur herbier, sur ressources récoltées, sur d'autres, de la bibliographie, etc. J'allais dire, c'est comme ça que tu es arrivé plus vers le milieu botanique, quoi, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à faire du terrain en ethnobotanique, à mesurer vraiment les enjeux aussi du collectage par rapport à des choses contemporaines. Parce que bon, voilà, moi je venais vraiment. Alors j'avais toujours, puisque comme je disais au début, j'ai commencé par m'intéresser à des potières qui étaient là physiquement et à faire des liens entre leurs pratiques de travail, celles que moi je connaissais parce que j'avais eu cette pratique chez moi, et puis celles qu'on trouve en archéo. Donc j'avais déjà eu cette idée. Enfin, j'étais très intéressée par ce lien entre archéologie et ethnographie. Mais c'est vrai que là, avec les plantes en plus, pour moi, c'était le bonheur total, quoi. C'était ça que je cherchais. Du coup, je suis restée sur ce domaine, en fait. Et puis bon, quand je rentrais en France, enfin quand je suis rentrée en France, parce que bon, c'est vrai que c'est une période, pendant 10 ans, j'ai fait du terrain en archéologie, donc avec des fouilles. Donc ça, c'est ce qui est visible du volet teinture. Mais par ailleurs, je partais beaucoup, j'avais beaucoup d'autres occasions de travailler sur de l'archéologie qui concernait pas forcément les textiles. Et donc j'ai eu une période, disons, de 10 années où j'étais assez mobile. J'ai pas eu un ancrage très statique en France, mais au contraire, beaucoup de voyages, d'endroits où j'ai vécu avec des gens dans d'autres cultures. Mais grâce à ce travail, j'étais vraiment sûre que je voulais continuer ça. Donc après cette étape-là, je me suis lancée dans un second projet assez exigeant. Parce qu'en fait, je suis partie travailler en Éthiopie. Je voulais, à l'époque, suite à la discussion avec Dominique Cardon, parce qu'on avait toutes les deux vraiment relevé le besoin qu'il y avait de collecter et de valoriser les savoirs encore disponibles en Afrique. Et puis aussi, moi, j'avais vraiment cet ancrage africaniste. Donc, j'avais envie de travailler en Éthiopie. Du coup, je suis partie aussi faire une autre recherche pour un doctorat sur justement les tisserands et les plantes colorantes d'Éthiopie. Donc là, ça a été un gros terrain aussi, beaucoup de travail en amont, énormément, pour pouvoir inventorier des possibilités. Enfin, en général, on commence déjà par se mettre au courant de tout ce qui a déjà été fait. Bon, il y avait peu de choses strictement sur mon sujet, le textile. En fait, il y avait même rien. Enfin, je veux dire, le textile n'avait pas tellement intéressé les historiens et les ethnologues de l'Éthiopie, à part quelques faibles zones. Donc c'était un très grand champ de découverte. Et là, j'ai travaillé dans une région d'Orzé, qui est au sud-ouest de l'Éthiopie. Et j'ai surtout travaillé en fait sur des techniques de tissage. Parce que en fait, après, c'est le terrain qui vous emmène là où il y a des gens, là où il y a des choses à raconter. Donc c'est vrai que pour ce projet en Éthiopie, j'ai beaucoup plus travaillé strictement sur les questions textiles et de l'histoire textile et des enjeux de transmission et de pratique du tissage que sur vraiment les plantes colorantes. Mais malgré tout, en parallèle, j'ai fait des collectes de plantes. J'ai fait pas mal de travaux grâce aussi à un lien avec un botaniste éthiopien que j'ai rencontré. Et grâce à ça, ça m'a permis de faire un inventaire en fait de ces plantes existantes. Voilà, donc après, quand je suis rentrée en France, après toutes mes péripéties, j'avais bien envie de continuer à faire des inventaires parce que ça me plaisait bien. Alors, en parallèle, pendant toute cette période-là, disons, d'archéologie de terrain, j'ai beaucoup travaillé, comme je disais, en médiation, donc avec Marie-Pierre et d'autres personnes dans différents musées de sites où je faisais là vraiment de la pratique de teinture pour montrer aux gens comment ça se passe avec des plantes à tester aux époques concernées. Donc, j'ai fait ça dans plusieurs lieux assez
assez chouette où on accueille le public pour montrer ces techniques. Donc c'était tout en parallèle. Donc j'ai beaucoup bossé quand même sur à la fois des plantes européennes, à la fois des plantes africaines de l'Ouest, à la fois les plantes de l'Éthiopie. Puis c'est vrai que à l'issue de ce dernier projet, c'était pas évident de poursuivre dans la recherche. Il y avait quand même quelque chose d'assez verrouillé. Et dans la recherche, je veux dire au sens universitaire. Et par ailleurs, moi, le terrain d'Éthiopie était passionnant. Hein, j'ai adoré et ce pays et tout ce que j'y ai appris, et tout ce que j'y ai fait. Mais c'était aussi très dur. Je suis rentrée, j'étais très très malade. En fait, je crois que je suis passée quand même pas loin d'y rester. Donc, j'y suis retournée quand même après être allée mieux. Mais je crois que j'avais besoin dans ma vie de m'asseoir un peu après avoir beaucoup bougé. J'arrivais à 30 ans, j'avais envie de moins partir et donc j'ai un peu changé de vie, on va dire, mais pas trop quand même. J'ai eu des enfants et je me suis dit, maintenant, je vais me sédentariser. Je vais arrêter de bouger tout le temps parce que j'ai passé 10 ans, même presque 15 ans à être très nomade. Et je me suis installée ici à Die, dans la Drôme. Et c'est vrai que j'ai continué à faire pareil, en fait, depuis, mais pas dans le même contexte, c'est-à-dire sans avoir forcément un projet universitaire derrière, mais avec l'idée. Donc, il y a eu les 2 bouquins pour les plantes et sur les champignons, qui ont été des occasions d'inventaire hyper riches, parce qu'en fait, quand on publie, surtout quand on vient comme moi de la recherche, enfin disons en tout cas qu'on a cette éducation universitaire, on doit être très sûr. On se met beaucoup de pression on peut pas publier une idée qu'on a sur les champs. Il faut vraiment la valider. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup récolté. J'ai fait des voyages autour de la Méditerranée en récoltant des plantes à droite à gauche pour pouvoir ensuite les tester. J'ai fait pareil plus au nord pour voir la différence entre les différents biotopes. Enfin voilà, j'ai vraiment mis de l'attention à ces inventaires de plantes dans le cadre des livres en question. Et après les champignons, on pourra plus en parler. Mais en tout cas, ça m'a apporté. Juste, je fais une pause qu'on parle bien. Donc, le guide des teintures naturelles plantes à fleurs. Tu sais que je le garde à côté de moi parce qu'il a encore été cité 3 fois dans les enregistrements d'avant en livre référence. Donc, je peux dire qu'il a un sacré succès. Et l'autre, je n'ai pas encore champignons et lichens parce que je t'avoue que c'est très récemment que j'ai découvert qu'on pouvait aussi teindre avec les champignons et lichens. D'où j'aimerais bien qu'on en parle un peu après dans notre échange. Mais franchement, je te dis, tu verras dans les épisodes, il est vraiment beaucoup cité comme format pratique pour les cueillettes, avec un récap sur les colorants au début, l'essentiel pour se lancer dans les pratiques et des fiches hyper détaillées sur la botanique. Donc, je te laisserai écouter les commentaires sur ton livre. Je pense que ça va te faire énormément plaisir parce que voilà, il est vraiment toujours cité dans les premiers livres qui sortent. Il y en a un qui est sorti en 2012 et l'autre en 2016. Donc c'est un peu 2 histoires différentes. C'est-à-dire les plantes, je l'ai vraiment travaillé seule, mais il faut quand même bien le dire, un ancrage justement dans tous les travaux qui m'avaient précédé, dont ceux de Dominique, mais aussi d'autres personnes, parce que juste pour faire un petit point sur l'historiographie de la discipline, dans les années 70, il y a quand même eu plein de gens qui ont aussi été intéressés par ça. On était à une période un peu de renouveau des pratiques techniques artisanales et tout ça. Donc il y avait quand même un bagage, disons, sur le versant plante. Il y avait des choses. Après, moi, ce que j'ai apporté, enfin, ce que j'espère avoir apporté, en dehors, de la maquette, du format, et aussi le travail de l'éditeur, mais c'était vraiment le fait de, quelque part, revalider, faire ce travail qu'on a fait avec le crit horticole, donc, de Rochefort. Sur tous les échantillons, on a fait des tests lavage-lumière pour pouvoir donner des qualités lavage-lumière. Et ça, c'était quelque chose que je voulais ajouter pour pouvoir porter un peu ma pierre à l'édifice sur un fond commun. Il faut bien entendre que de toute façon, tout ça, tous ces savoirs, ils appartiennent à personne, en fait. Et ça, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai besoin de redire, parce que vraiment, il faut garder toujours à l'esprit que tout ça, c'est notre patrimoine à tous. Ça appartient au bien commun de toutes les générations, depuis l'époque du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Et qu'en fait, tout ça s'est construit sur du temps très long. Il y a eu énormément de choses par la transmission orale, jusqu'à l'époque où on a commencé à avoir des manuels de teinturiers qui ont émergé.
et qu'on peut retrouver maintenant, sur lesquels peuvent travailler des historiens et des chercheurs en chimie et tout ça, qui peuvent réactualiser ces sources. En fait, tout ça n'appartient à personne et tout ça reste un patrimoine. Mais c'est vrai que le mettre en forme, le trier, le valider aussi. Donc voilà, du point de vue de la qualité colorante, de l'application lavage-lumière. C'était une petite étape qui me plaisait pour pouvoir moi-même en fait me construire aussi mon bagage. Donc j'ai des kilomètres de classeurs avec des échantillons et des tests. Il y a des choses que j'ai pas validées, des choses que j'ai pas gardées. Après, il y avait aussi la réflexion botanique. Est-ce que c'est pertinent de parler de telle plante? Est-ce qu'elle est suffisamment accessible? Est-ce qu'elle est pas fragile? Est-ce que c'est une ressource dont on peut faire la médiation sans s'inquiéter de ce qu'il adviendra par sa transmission? Donc, il y avait aussi toute une réflexion sur, quelque part, ce qui va être accessible, ce qui va être disponible en quantité suffisante. Voilà, mais sans exclure non plus des choses peut-être historiques qui méritent d'être racontées, mais dont on n'est pas censé forcément faire un usage industriel. Donc, il y a toujours des paramètres comme ça qui vont varier un peu. En tout cas, voilà, donc ces 2 bouquins m'ont permis de faire ça. Puis, c'est vrai que j'ai commencé à ce moment-là, étant plus dans un projet, disons, de m'établir comme chercheuse, même si je crois que j'ai vraiment la curiosité de mon domaine toujours autant. J'ai commencé à effectivement être sollicitée beaucoup pour donner des stages, des formations, etc. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai envie de dire, bon, voilà, moi, j'ai rencontré Marie-Pierre en premier, Marie-Pierre Pubaret, donc la tisserande dont j'ai parlé. C'est vrai que j'ai rencontré ensuite Dominique, mais je savais que c'était vraiment aussi fondateur dans mon parcours. Michel était déjà aussi en train de monter le jardin de couleur Garance. Et on s'est connus aussi très tôt avec les marchés, ce qu'il organisait là-bas. Donc, il y avait ces personnes. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand même, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas non plus des milliers de gens qui s'intéressaient à ce sujet. Et j'ai envie de dire, quand je disais aux gens, je m'intéresse à la teinture végétale, il y en avait plein qui avaient l'air de se demander si je m'ennuyais le dimanche et qu'il fallait que je me trouve une petite occupation, quoi. C'est-à-dire que ça résonnait pas encore aussi fort que maintenant. Maintenant, en fait, ça devient un domaine, les gens s'y intéressent, a priori, c'est positif. Il y a quand même eu toute une période où c'était des domaines de recherche un peu confidentiels, c'était des gens très, très engagés comme Michel dans son projet de jardin, comme Dominique dans ses recherches, qui arrivaient à apporter ça, et sinon, c'était très confidentiel, on était très peu, on était très, très peu. C'est vrai qu'après, quand j'ai sorti mon bouquin, après ça, il y a eu une espèce d'effet d'entraînement pour moi, qui m'a conduite à commencer à donner des stages, à intervenir aussi dans des lieux. Donc, je faisais à la fois de la prestation, disons, de médiation, comme je l'avais fait avant, donc accueillir du public, faire pratiquer, ou faire réaliser des ateliers, ou faire des balades botaniques. Et puis, des formations, des stages plus de transmission, comment on le fait et depuis le début, en ayant l'apprentissage complet. Et puis aussi, c'est vrai qu'on m'a demandé à partir de ce moment-là de parler de mon travail. Donc, j'ai eu l'occasion d'intervenir voilà, sur ce volet un peu ethnobotanique des plantes et tout ça dans des festivals, dans des lieux qui avaient envie de présenter des conférences là-dessus, quoi. Cette deuxième période, on va dire, c'est là que j'ai monté un atelier de teinture aussi, parce que j'ai commencé à travailler avec une association qui valorisait des broderies, toujours encore, on était au Niger là, et en lien avec ce projet de valoriser un travail féminin sur la broderie, on m'a demandé de commencer à teindre des quantités assez importantes de tissus en teinture végétale pour que le produit fini, les couturières, elles aient un truc vraiment chouette. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'était une association qui s'appelait Trace. Et à partir de là, j'ai eu tout l'équipement pour travailler un peu des gros volumes de teinture. Donc ça, c'était dans les années 2005-2006. J'ai commencé à teindre. Donc au départ, un peu toute matière confondue. Enfin, d'ailleurs, je le fais toujours. Et je me suis installée donc à Die, ici dans la Drôme. Et depuis que je suis ici, donc ça fait un peu plus de 10 ans, j'ai monté plusieurs jardins de plantes tinctoriales. Donc je m'intéresse à construire des collections pédagogiques. Donc souvent l'idée c'est des jardins qui ont au départ qui avaient plutôt une vocation de pépinière et de pédagogie, c'est-à-dire c'était un moyen comme un mini musée vivant de faire un récit sur les plantes. Donc c'était des supports ces jardins pour pouvoir raconter aux personnes visitant les usages, les histoires, etc. Mais petit à petit, grâce aussi au fait que mon compagnon qui est paysan a aussi des terres où on a pu mettre des plantes et tout ça, je me suis intéressée de plus en plus au volet agronomique.
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en faire plus? Quels sont les enjeux? Où est-ce que ça coince? Quels sont les coûts? Quelles sont les difficultés éventuelles à faire des productions à plus grande échelle? Et je me suis aussi intéressée beaucoup à la filière laine, parce qu'ici, c'est un pays ovin. Et en fait, j'ai beaucoup de collègues éleveuses, éleveurs, qui me donnent leur laine à transformer. Donc, mon atelier, qui au départ faisait surtout de la reconstitution, au départ, je faisais des couleurs historiques pour des musées, pour des reconstitutions. Mais petit à petit, j'ai été vers des choses beaucoup plus contemporaines, de valorisation de la laine locale, de micro-filières. J'ai travaillé avec des feutrières. Voilà, donc j'ai intégré un volet contemporain dans tout ce que j'avais déjà mis en place qui concernait plutôt des approches historiques. Et du coup, ça change les volumes, ça change les échelles et ça permet des réflexions qu'on n'a pas quand on est dans simplement la reproduction à petite échelle. Donc, c'est très intéressant aussi. Ok, et du coup, tu as dit beaucoup de choses intéressantes que j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu. Donc, côté botanique, tu as parlé du coup de toute l'étape de cueillette que on te demandait notamment dans les stages. Est-ce que tu peux, sur la partie cueillette, je sais qu'il y a des règles de cueillette maximum, il y a des principes de précaution. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur les 3-4 choses à savoir sur les cueillettes en mode vraiment les grands principes? Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant à avoir en tête, bon, alors évidemment, il y a des principes de départ qui vont être plutôt fonctionnels, c'est-à-dire que chaque plante a une saison de cueillette. Donc, par exemple, quand on fait de l'ethnobotanique, qu'on récolte des recettes, un élément important est de savoir à quel moment on doit récolter la plante, puisqu'en fait, ça va conditionner, ça va déterminer la qualité colorante de cette plante. Ça va aussi parfois être un facteur qui n'est pas lié à la qualité colorante, mais qui est lié à la possibilité que la plante se reproduise. Parce que quand on travaille sur des espèces sauvages et qu'on les cueille, on les détruit. Alors c'est plus ou moins impactant. Quand on cueille les feuilles d'un arbre, l'impact est absolument dérisoire. On pourrait dire qu'il est quasi nul. Par contre, quand on cueille les racines ou les rhizomes d'une plante, ça veut dire qu'on prend une fourche, qu'on va dans la terre et qu'on sort les parties souterraines. Là, de manière évidente, on détruit la plante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir, une fois qu'on l'a sortie de terre, continuer à pousser là, à moins qu'on laisse des morceaux et qu'elle puisse repartir à partir de ses rhizomes. Donc, attendre une certaine saison, c'est-à-dire attendre par exemple que la plante ait fait ses graines pour pouvoir se reproduire avant de la prélever, parfois c'est aussi pas uniquement pour des raisons d'intérêt tinctorial, mais aussi pour des raisons de renouvellement de la ressource. Donc ça, c'est un critère important. Après, ben, peut y avoir des plantes pour lesquelles on cueille plutôt à certains moments de la journée. Ça, c'est le cas aussi pour les gens qui travaillent sur l'extraction d'huile essentielle ou sur les principes actifs. C'est vrai que certaines plantes, donc les plantes, en fait, elles font toutes ces molécules dans un objectif qui n'a rien à voir avec la teinture. Les plantes font ces molécules pour servir leur métabolisme et résoudre leurs problèmes. Donc, si elles peuvent pas se gratter, elles vont envoyer des tanins pour chasser les bêtes qui les parasitent. Si elles ne peuvent pas se mettre à l'ombre, elles vont envoyer des molécules pour se protéger des UV. Donc, en fait, leur chimie interne, elle sert à résoudre des problèmes que la plante a. C'est un moyen de résoudre. Donc, nous, si on veut, par exemple, certaines molécules en grande quantité, on peut porter attention au fait qu'on est en journée ensoleillée et qu'à ce moment-là, il y aura plus de colorants disponibles dans la plante. Voilà, donc ça, c'est des critères. Et D'accord. puis, ouais. Après, il peut y avoir donc des questions de dissémination des espèces. Donc, inversement, pour des plantes qui sont très envahissantes, quand on va la récolter, ben, on va faire très attention de ne pas multiplier la plante à notre insu. Donc, de ne pas jeter les graines dans le compost, de ne pas multiplier les morceaux de rhizome partout et que la plante se remette à partir dans tous les sens. Donc, on va aussi avoir une attention quand il y a des espèces qui sont classées envahissantes. Tant mieux, ça fait beaucoup de masse de teinture, de biomasse utilisable en teinture. Ça n'empêche pas qu'il faut rester attentif à ne pas les diffuser plus au-delà des usages, quoi. Donc, Top. c'est vrai que quand j'ai écrit mes 2 bouquins, donc le premier sur les plantes, comme je disais, il y avait un peu de bagage déjà, mais il y avait ce travail sur la solidité, puis choisir les plantes les plus
rares, enfin pas les plus rares, au contraire les plus communes, beaucoup de biomasse et tout ça. Quand j'ai commencé à travailler sur les champignons, c'était complètement différent. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'ouvrir ce domaine parce que c'était quelque chose qui me rendait assez curieuse. Simplement, ce qu'il y avait de particulier, c'est que pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de sources et il n'y avait pas forcément beaucoup non plus de données historiques. Alors que jusqu'alors, j'avais travaillé avec, en m'appuyant, en m'adossant à un patrimoine qui était très visible. Enfin, si on le cherchait, on pouvait le trouver. C'est vrai que quand il s'agissait des champignons, c'était plus délicat. Et dans les champignons, on a inclus les lichens. Et là, les lichens, il y a plus de choses historiques, mais pour le coup, les lichens, il faut travailler pour les connaître. Donc, la pratique d'inventaire, elle m'a demandé en fait de mettre en place une méthode pour voir qu'est-ce qui marche. Et effectivement, on n'avait pas forcément les recettes type. J'étais pas sûre que toutes les recettes habituellement employées pour les plantes puissent s'appliquer aux champignons. Donc c'est vrai que sur ça, en gros, l'inventaire, il m'a montré plusieurs choses. Donc j'ai eu une technique d'inventaire avec vraiment plein de petites préparations différentes que j'ai systématisées sur plein d'espèces. Alors ce qu'il faut bien préciser, c'est que j'ai pas fait ça seule, j'ai fait ça avec Caroline Palliard. Caroline, elle est mycologue, elle enseigne à l'université de Lyon 3 aux étudiants en pharmacie pour la détermination des champignons. Et Caroline, vraiment, a été une personne exceptionnelle. C'était la bonne personne pour faire ce projet, parce qu'elle est passionnée, elle est tout le temps sur le terrain, elle fait des récoltes dès qu'elle sort dehors. Et donc, on a réussi en ayant des biotopes un peu complémentaires, parce que les champignons, c'est très territorial, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits où on les trouve, et puis ailleurs, on les verra pas. On peut pas tellement, quoi que ça peut se discuter. Il y a des choses peut-être qui peuvent se faire sur la mise en culture, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc en fait, il y a quand même pas du tout la disponibilité des plantes. Donc déjà faire l'inventaire, même quand je transmets à des stagiaires pour le sujet des champignons, la première chose à comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'il faut acquérir, c'est une méthode d'inventaire plus qu'une méthode absolue avec telle espèce. Puisqu'en fait, vous, chez vous, vous n'allez pas trouver les mêmes champignons que ceux que moi j'ai chez moi, pas nécessairement en tout cas. Le sol, le biotope, les espèces végétales avec lesquelles ils sont en synergie, tout ça, ça va déterminer d'une composition et donc on n'aura pas forcément les mêmes ressources. Et du coup, j'ai fait plein de tests. Finalement, ce qui s'avère, c'est que les techniques qu'on connaît pour les plantes, donc alun, fer, cuivre, les mordants, dans certains cas, sont intéressantes. Après, il y a aussi plein de champignons qui n'en ont pas besoin et qui fonctionnent en fait sans mordant, donc en teinture directe. Par contre, c'est vrai que, on va dire, en gros, j'ai travaillé par ébullition. J'ai fait aussi des techniques par macération. Alors, on en parlera pour les lichens, parce que les lichens, c'est effectivement très intéressant. Et puis, il y en a même pour lesquels il n'y a pas d'autres modes d'extraction. Mais pour les champignons, la macération, c'est assez délicat. Enfin, la transformation en macération, elle est très vite assez désagréable à gérer. Ça devient très gluant, ça sent la charogne. Enfin, c'est pas forcément des conditions techniques extrêmement agréables. Mais en dehors de ça, c'est vrai que les composés sont pas si faciles à extraire en macération pour la majorité. Et finalement, le fait de travailler à chaud en faisant l'ébullition, ça fonctionne bien. Après, est-ce qu'on travaille en sec ou en frais? C'est pas pareil de travailler en sec ou en frais. C'est-à-dire que les champignons, on les trouve pas tout le temps, comme les plantes, mais d'autant moins les champignons. Donc, quand on en veut un bon volume sur un objectif précis, on a tout intérêt à pouvoir les faire sécher pour pouvoir faire des petits stocks qui se multiplient. Parce que si on travaille en sec, on va en avoir trouvé une poignée tel jour, et puis 10 le lendemain, et puis ensuite plus tard. Donc, le fait de les sécher, ça permet deux choses. Ça permet d'enlever l'eau, donc de savoir un peu mieux combien on a, parce que les champignons, ils vont avoir encore plus que les plantes, un volume d'eau hyper important quand ils sont frais, et une fois sec, il y a presque plus rien, quoi. Enfin, ça pèse ça réduit. vraiment. Ouais, mais c'est vraiment spectaculaire par rapport aux plantes, où bien sûr, on compte le poids d'eau entre une plante fraîche et une plante sèche, c'est pas du tout la même chose. Mais pour les champignons, la proportion est encore plus impressionnante. Donc du coup, sécher, c'est pratique pour avoir des lots plus importants, pour avoir des pesées plus fiables. Par contre, c'est pas toujours facile. Il y a des tas d'espèces qui sont pas super faciles à sécher. En ça, j'avais la chance avec Caroline qui était à l'université, elle avait un dessiccateur presque industriel, enfin je veux dire avec des grands tiroirs, donc elle a pu gérer cette masse de champignons qu'on avait à sécher et puis assurer les déterminations tout de suite. Donc vraiment c'était un très très bon binôme.
Mais c'est vrai que pour travailler chez soi, la question du séchage, elle demande beaucoup de soins. Ça dépend des espèces. Il y en a qui se sèchent toutes seules, voire même il y en a qui n'ont pas besoin tellement d'être séchées parce qu'elles sont déjà très ligneuses. Mais il y a aussi, à l'inverse, des espèces qui vont être très délicates à conditionner comme ça. Alors, Excuse-moi, mais pour la cueillette. Ça, c'est un autre sujet qui nous a beaucoup passionnés toutes les deux, puisque donc voilà, en tant que pharmacienne et spécialiste en toxicologie, Caroline, elle voulait bien aussi voir quel impact ça pouvait avoir de manipuler tout ça, d'en respirer les vapeurs quand on les fait cuire, etc. Donc en fait, bon, pour la grande majorité des champignons, la toxicité, elle est au niveau digestif. Donc elle se joue par les parois de l'intestin. Et on a pu attester qu'en fait, il n'y avait pas de toxicité à l'inhalation ou au contact avec la peau. Ça, c'est pour quasiment pour la grande majorité des champignons. Après, il y en a quelques-uns sur lesquels on a un peu concentré nos efforts parce qu'en fait, la toxicité, elle peut concerner aussi d'autres choses comme une toxicité au niveau neurologique ou un impact qui serait plus puissant. Voilà. Donc moi-même, j'étais pas très rassurée à faire mes expériences en n'étant pas sûre de quel enjeu ça allait avoir sur ma santé. Et c'est vrai que pour ces espèces-là, on a dû faire des tests, notamment pour le Cortinaire aurelanus, qui est lui très très toxique et qui est effectivement vraiment mortel. Hein. C'est vrai que chez les champignons les plus intéressants en teinture, il y en a pas mal qui sont toxiques, voire mortels. Donc ça pose quand même question. Mais donc les tests que Caroline a fait faire par une chimiste partenaire allemande qui a vérifié en fait, elle a vérifié la capacité de la molécule toxique à se fixer également, en plus des colorants, sur la fibre. Donc, ce qui a été validé par cette personne, mais sous réserve, je ne prends pas d'engagement. Je veux dire, il n'y a pas de clause de responsabilité, mais par cette personne, c'est qu'en fait, pour notamment le Cortinaire aurelanus, on a pu valider le fait après teinture, avec l'exposition à la lumière, les dernières molécules potentiellement toxiques disparaissaient. Elles disparaissent aux UV en fait. Elles sont pas stables, elles sont pas pérennes. Mais c'est vrai que au moment où on fait la pratique de teinture, pour certaines espèces, c'est quand même mieux d'être dehors ou en plein air. C'est quand même mieux de pas inhaler pendant 3 jours dans un espace ventilé, dans un petit endroit tout étroit. Voilà, un espace ventilé, pas prendre sa casserole avec laquelle on mange. Mais ça, moi, de toute façon, c'est des règles que j'applique aussi à la teinture en général. En tout cas, le fait d'avoir du matériel dédié à la teinture et pas prendre celui qu'on utilise pour manger, pour moi, c'est un b.a.-ba de la pratique. On peut pas travailler des plantes qui sont pas comestibles, même si voilà, elles ont des propriétés parfois intéressantes et positives. Les questions de dosage, tout un tas de choses font qu'on ne va pas prendre ces casseroles alimentaires. On va quand même s'assurer que ce soit ventilé. Voilà, c'est des règles, c'est normal. De même qu'on va pas, moi j'évite de manger dans l'atelier de teinture et de poser mon sandwich dans les trucs qui auront coulé. Enfin, je veux dire, on mélange pas. Après, les colorants alimentaires, il y en a un certain nombre, c'est des colorants qu'on peut dire alimentaires, on peut les manger. Mais c'est pas du tout le cas de toutes les plantes et tant mieux, j'ai envie de dire, elles servent à autre chose. Ok. Et les lichens, alors du coup, comment tu procèdes pour les lichens? Tu avais dit que c'était un peu différent du coup. Alors les lichens, en fait, bon, il y a eu là pour le coup plus de données antérieures. Hein. D'ailleurs, Dominique, elle parle aussi des lichens dans son livre. Michel s'y était intéressé. Moi, j'ai eu plein de questions sur cette histoire de la transmission sur les lichens, parce qu'en fait, les lichens, c'est des ressources. Alors, c'est passionnant. Moi, je me suis formée du coup en lichénologie et j'ai beaucoup avancé sur sur ce sujet. C'est un domaine vraiment à part entière. Et en fait, les lichens, c'est des ressources qui sont très peu renouvelables. Ils ont un temps de croissance en général assez lent. Ils ont énormément de compétences en fabrication de molécules. Ils ont une chimie très riche. Donc, effectivement, c'est des ressources qui sont passionnantes à exploiter pour faire des essais. Mais pour moi, je préfère le dire dès le début de la discussion, pour moi, c'est pas des ressources qui peuvent être valorisées ni de façon commerciale, ni sur des volumes importants. C'est des données de connaissances et d'exploration patrimoniale, mais c'est pour moi pas du tout possible d'envisager de cueillir des lichens pour les vendre, de commencer à faire ça à grande échelle, etc. Bon, il y a quelques espèces. Donc, dans le livre, on a choisi un certain nombre d'espèces
pour 2 raisons. Soit des espèces vraiment communes, où on s'est dit, bon, si les gens les récoltent un peu pour faire des choses domestiques, l'impact sera pas trop dramatique. Soit des espèces vraiment historiques avec beaucoup d'intérêt chimique pour la connaissance. Dans ces espèces-là, dans ces espèces D'accord. vraiment historiques, il y a notamment tout un tas de lichens qu'on dit à orzeille. Donc l'orzeille, c'est des composés qui vont permettre d'obtenir des roses, des violets, des trucs très rigolos à partir de lichens qui ne sont pas du tout visiblement roses. Et ces lichens à orzeille, en fait, ils sont connus depuis très longtemps, puisqu'en fait, ça intéressait déjà à l'époque antique les Gaulois qui avaient apparemment maîtrisé ces techniques. On trouve des choses sur l'orzeille par rapport à une soi-disant pourpre de terre, qui serait en fait une imitation de la pourpre à partir de lichens connus dans l'Antiquité. Donc voilà, bon, je vais peut-être pas faire un récit complet de tout ce qu'on trouve sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui est bien connu. Et là, on n'est pas du tout sur de l'ébullition, on est dans des pratiques de macération en milieu très basique. Donc, on va utiliser notamment de D'accord. l'ammoniac. Alors, ça peut être soit de l'urine fermentée qui devient de l'ammoniac, soit si on veut de l'ammoniac déjà existant dans une bouteille achetée en supermarché, qui permet de créer un milieu très basique. Et cette extraction, elle se fait sur un petit temps de macération en température stable. Et elle va donner effectivement une cuve qu'on peut utiliser pendant... À partir du moment où la cuve est active, on peut teindre pas mal dans cette petite cuve. Mais au bout d'un moment, par contre, bah, j'ai envie de dire, elle a une durée de vie et puis après, elle s'arrête. Donc, par exemple, anciennement, là, où il y a, enfin, au XVIIIe siècle, il y avait donc cette extraction de l'orzeille qui s'est faite, par exemple, dans le nord de l'Europe, en Écosse, où il y avait un travail de transformation de ces cuves en pâte. Et cette pâte était séchée sous forme de petits Oui. carrés qu'on appelle des carreaux et qui permettait de refaire cette teinture et de stabiliser quelque part le colorant sous une forme autre. Parce qu'effectivement, les cuves qu'on monte Un à peu, partir du un peu comme lui-même, l'indigo. Un peu comme voilà, l'indigo. un peu comme l'indigo. Ouais. Cette histoire-là, elle est connue, on peut raconter pas mal de choses dessus. Et en tout cas, voilà, donc il y avait ces lichens à orzeille qui en France ont été récoltés. On trouve dans le Massif central pas mal d'espèces et des récits de cueillettes paysannes qui permettaient après d'acheminer ça vers des teintureries. Mais après, ce qui était rigolo, c'est que je me suis aussi retrouvée à faire des essais sur des espèces sur lesquelles j'avais pas tant de données que ça. Alors, je suis allée en Écosse. Je suis allée rencontrer une dame, une dame très experte qui m'a fait un accueil vraiment super chouette et qui m'a transmis tous ses bouquins de collègues ou personnes avant elle qui avaient travaillé sur les lichens. Et à la suite de cette rencontre, c'est vrai que ça m'a permis aussi de mieux identifier les espèces parce que c'est très complexe, hein, les lichens, il y a énormément d'espèces. Donc ça, souvent, c'est le début de l'histoire, c'est aussi que la plupart des gens disent les lichens en pensant que c'est tous un lichen. Mais en fait, c'est des centaines d'espèces différentes. Donc, il faut déjà être bien sûr de qu'est-ce qu'on récolte, comment on le détermine. Est-ce que c'est bien la bonne espèce? Est-ce que cette espèce est suffisamment abondante pour faire quelque chose avec? Et est-ce qu'elle va donner le résultat qu'on attend? Donc, c'est vrai qu'avec ce coup de pouce, j'ai pas mal pu avancer, explorer les lichens en Écosse. Et puis après, le refaire ici en France. Avec Dominique, on a monté une cuve avec des lichens qu'elle aimait beaucoup, qui sont dans son coin, les Lasagna pusculata. Donc voilà, ça m'a donné plein d'occasions de creuser sur un sujet que quelques personnes tenaient un peu comme ça dans dans leurs armoires et puis étaient contentes de ressortir le récit, la cueillette, comment on transforme et tout ça. Alors, et du coup, j'avais d'autres questions qui peuvent te sembler peut-être bizarres, mais tu vois, je me suis toujours interrogée sur est-ce qu'on pouvait se servir des plantes d'intérieur pour réaliser des teintures végétales? Bon, alors c'est vrai que les plantes d'intérieur, c'est un terme un peu générique. C'est-à-dire qu'en fait, dans les plantes qui peuvent vivre dans les maisons, on a souvent des plantes qui viennent de forêts profondes et tropicales souvent. C'est-à-dire des plantes en fait qui vont supporter moins de lumière et
et une chaleur constante toute l'année. Donc en fait, ça peut être plein d'espèces différentes, voire même ça peut être aussi des plantes d'autres contextes écologiques. Donc c'est très difficile de répondre à la question en général. Après, en fait, toutes ces plantes, elles ont au départ une autre écologie que celle de vivre dans des maisons. Elles ont forcément un endroit où elles poussent à l'origine. Et dans cette logique-là, elles ont elles-mêmes aussi leurs propres intérêts à produire telle ou telle molécule. Donc, rien n'interdit de penser que certaines d'entre elles auraient peut-être des propriétés, notamment les tanins, qui sont quand même très répandus dans le vivant, éventuellement peut-être des flavonoïdes, qui sont quand même aussi assez communs. Mais il ne faut pas non plus forcément trop spéculer, parce que c'est vrai que il peut y avoir vraiment une gamme très étendue d'origine et de contexte de départ. Donc voilà, il faut prendre au cas par cas et faire ses essais. Il faut faire des essais en fait. Ok. Ouais, je vais aller torturer mes plantes d'intérieur. J'avais une autre question, toujours pour savoir un peu. Donc tu nous avais parlé des champignons, des lichens. J'avais une question sur les algues qui finalement m'interpelle aussi. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais si il y a des essais qui sont faits aujourd'hui sur les algues pour en extraire des colorants? Alors, je sais qu'il y a des recherches qui sont faites pour les facultés colorantes des algues. Par contre, d'abord, je m'y suis pas sincèrement beaucoup plongée, donc j'ai pas de scoop spécialement là-dessus. Sûrement Dominique Cardon serait plus au courant. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que dans les essais qui sont faits, il faut aussi voir est-ce que c'est des colorants à destination textile. Parce qu'en fait, par exemple, on va trouver, bon, alors sur Internet, on trouve de tout, mais en l'occurrence, on trouve souvent le fait que la spiruline est un colorant. En fait, la spiruline est verte, et pour faire colorant alimentaire, effectivement, on va dire qu'elle joue un rôle plutôt de pigment, c'est-à-dire qu'on la mélange dans la matière de ce qu'on veut colorer, et que du coup, ça va lui donner une teinte verte. Mais c'est pas un colorant au sens strict, c'est-à-dire la différence entre pigment et colorant, c'est qu'un pigment, c'est une matière colorée réduite en poudre ou sous une forme accessible qu'on va mettre dans une charge qui va prendre la couleur de manière mécanique, alors qu'un colorant, il faut qu'il se lie chimiquement avec la fibre. Donc, s'il faut se lier chimiquement avec la fibre, il faut qu'il y ait des affinités chimiques entre les molécules composant ce colorant et les molécules du support, donc en l'occurrence le textile. À ma connaissance, en tout cas, c'est pas le cas de la spiruline, et je pense que donc les recherches qui sont en cours, je ne sais pas si elles concernent réellement la coloration textile. Il faut aussi, pour revenir sur les plantes d'intérieur ou même sur les algues, il y a toujours une interrogation qui d'ailleurs revient aussi sur les plantes et même sur les champignons et lichens, on l'a déjà dit, c'est en fait le gros enjeu qu'on a pour transformer des ressources vivantes et renouvelables, certes en colorant, c'est de se poser la question de est-ce que les pratiques qu'on a vont dans le sens d'une destruction de l'espèce ou vont dans le sens d'une perpétuation. Et toutes les ressources qui sont plutôt réduites en volume, qui vont être lentes à pousser, lentes à se renouveler, de petite taille, en fait, posent question parce que les volumes dont on a besoin pour faire des teintures sont importants. Donc, en utilisant des ressources très précieuses, rares, petites ou très difficiles d'accès, on est forcément en train de faire un non-sens. Parce qu'en fait, l'objectif de faire de la teinture végétale, c'est pas de dévaster ce qui reste de plantes autonomes, sauvages, pouvant pousser. C'est d'arriver à utiliser des plantes qui de toute façon sont là en grande quantité. Donc ça peut être les déchets alimentaires, ça peut être les plantes invasives, ça peut être des ressources sauvages mais abondantes qui produisent qui ont une biomasse abondante. Ça peut être des ressources très concentrées aussi, qui dans ces cas-là seront gérables, ou des ressources cultivées. Mais on ne peut pas tout mettre dans le même niveau d'accès. Parce qu'il y a un certain nombre de ressources qui vont poser problème si on les utilise trop, si on les exploite trop. Et j'avais une question aussi, Marie, dans les sources de colorants. Alors, on s'éloigne un peu du végétal, mais est-ce que on pourrait se servir de coproduits pour colorer? Par exemple, moi, j'ai travaillé à un moment dans la levure,
tu vois, et il y avait des déchets qu'on appelait de la mélasse, donc c'est la levure qui a mangé tout le sucre, il reste de la mélasse qui est brune, etc. Et on a des quantités de dingue. Alors c'est valorisé dans le domaine pour l'alimentation animale, etc. Mais est-ce que il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur les coproduits de l'industrie qui auraient des propriétés colorantes? Bon, alors, pareil, hein, sous réserve que d'autres personnes aient plus d'infos sur le sujet, mais en tout cas, moi, ce que je connais, c'est plutôt des initiatives sur la valorisation des déchets alimentaires. Donc, on en a quand même pas mal, hein. On a même des volumes très conséquents d'un certain nombre de ressources qui sont inexploitées. Donc, c'est vrai que dans la valorisation envisageable le plus simplement, c'est des déchets alimentaires. Donc ça va être les peaux d'oignon, ça va être les fans de carottes, le marc issu de la presse du raisin, ça va être les anthocyanes qu'on trouve dans différents types de baies consommées. Ça peut être encore plein d'autres trucs. Enfin, il y a vraiment énormément de déchets alimentaires à très grande échelle qui pourraient faire l'objet de valorisation. Mais ce dont tu parles précisément, donc en plus sur des produits déjà transformés, il me semble pas avoir entendu parler d'un travail spécifique. Après voilà, Ok. là je parle des textiles, mais c'est vrai que si on va sur par exemple colorer du papier, des choses beaux-arts et tout ça, là il y a peut-être plus d'options suivant la destination aussi des colorants qu'on cherche. Ouais, et en fait, je voulais savoir si il y avait quelqu'un qui s'intéressait justement à ces sources de plantes qui sont du coup donc envahissantes. Donc l'intérêt ce serait de trouver une utilisation. Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose sur ce sujet-là? Est-ce qu'on peut teindre avec la renouée du Japon? Est-ce qu'on peut teindre avec par exemple le buddleia ou des espèces qui sont classées en envahissantes? Alors par contre, oui, là, il y a un gros sujet et je pense qu'on est nombreuses à s'y intéresser. Enfin, en tout cas, moi, je m'y suis beaucoup intéressée, mais je sais que je suis pas la seule. En fait, c'est un vrai sujet parce que il y a deux enjeux. D'une part, il y a le fait que, par exemple, à un moment, j'habitais Lyon pendant une période. J'étais à Villeurbanne. C'était une ville en pleine transformation et donc il y avait plein de friches urbaines. Et quand on est en ville et qu'on veut faire de l'ethnobotanique, eh ben, on va pas faire des plantes alimentaires parce que franchement, les sols, des friches, la pollution, les chiens, enfin tout ça fait que c'est jamais des plantes qu'on pourra cueillir pour les manger. Par contre, du coup, j'ai fait des gros inventaires de plantes spontanées, rudérales et potentiellement parmi elles pas mal de plantes introduites un peu envahissantes. Et du coup, c'était assez génial. Je faisais C'est des balades avec les gens, on allait cueillir toutes ces plantes, puis on les a testées. Et c'est vrai qu'il y a, parmi ces ressources, il y a deux intérêts. Il y a le fait que de toute façon, elles sont là et qu'il va bien falloir quelque part faire avec, donc trouver peut-être des usages. On a moins de scrupules à les récolter et à les broyer et à déforester une station, enfin en tout cas à collecter sur une station toutes les plantes, hein, parce qu'effectivement, on sait que de toute façon, ce serait mieux de les enlever pour désengorger le milieu. Mais, alors, il y a encore des trucs à dire sur ça, c'est que donc ça, c'est le côté positif. Souvent, elles ont une biomasse importante. Donc ça, c'est un sujet en teinture, hein. Quand on cueille, on essaye quand même d'avoir, si on a besoin d'une ressource régulière, des plantes aussi qui ont un volume un peu important parce qu'elles vont fournir de la matière. Alors que si on prend des plantes toutes petites, ben, il va falloir en cueillir énormément pour pouvoir teindre. Donc c'est vrai qu'elles ont cet intérêt. Et par ailleurs, il se trouve qu'effectivement, un certain nombre d'entre elles sont plus ou moins arrivées pour des raisons qui peuvent parfois être pas très très loin de l'histoire de la teinture. Par exemple, il y a le Phytolacca americana, qui fait des grappes de fruits violets, qui est hyper envahissant dans certains coins. Vraiment, c'est un peu une catastrophe dans certains coins. Mais ces fruits, ils ont des colorants d'anthocyanes, mais quand même assez stables. Il y a aussi de la bétalaïne, donc il y a d'autres colorants composés dedans qui finalement donnent aux couleurs qu'on extrait quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est intéressant de se travailler avec. Mais, et c'est le cas par exemple de la renouée du Japon, qui est très abondante, voire envahissante effectivement dans certaines zones, elle l'est souvent en lien avec des sols très chargés en métaux lourds, très chargés en produits assez toxiques. Et c'est justement pour ça qu'elle est là, elle est en train d'essayer à sa façon de résoudre le problème, mais quand on l'accueille et qu'on la transforme en bain, on peut se poser la question
de la présence de ces métaux lourds dans les bains de teinture. Après, est-ce que ça a un impact sur la santé? Pour l'instant, personne ne s'est penché à ma connaissance. Il faudrait demander, peut-être Dominique sait. Ou... pour moi, personne ne s'est penché sur le fait que ça puisse poser un problème de santé. Par contre, c'est vrai que du coup, on extrait ce qui nous intéresse, mais on extrait aussi le reste. Et donc, ces plantes qui poussent dans des endroits réellement pollués et qui sont justement en capacité à survivre, elles absorbent tout ça. Et donc, quand on refait un bain, on relargue tout ça. Donc, ça donne à réfléchir sur, par exemple, où est-ce qu'on jette son eau de bain, peut-être pas sur ses salades pour pas les manger ensuite. Bon, donc il y a quand même une pratique à avoir par rapport à ces plantes envahissantes. Mais c'est effectivement un usage qui est plutôt recommandé. Enfin, rien ne s'y oppose à partir du moment où on fait attention à tout ça. Il y a beaucoup de témoignages qui m'expliquent que, comme on travaille sur du vivant avec les plantes, il y a des paramètres qui sont modifiés en fonction de la culture de la plante. Je voulais qu'on puisse lister ce qui peut impacter sur le colorant en fait de la plante. J'avais, je suppose, tu vois, style l'hygrométrie, l'ensoleillement, mais qu'est-ce que tu as d'autre comme facteur dans la culture des plantes qui peut jouer sur sa capacité à colorer? Je sais pas si ma question est claire. Ouais. Alors effectivement, bon, disons que c'est un peu comme pour toutes les plantes, hein, si on arrose beaucoup et qu'on amende beaucoup, la plante va grandir et va avoir une masse plus importante. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle aura plus de colorant. Donc on peut dire que pour le même volume de plantes sèches, la quantité de colorant peut varier en fonction de la stimulation que la plante a reçue par la façon dont on l'a cultivée. Et ça peut, dans certains cas, être des plantes qui vont être très grandes, mais finalement pas forcément plus de colorant. Mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que ça dépend un peu des espèces. Il va y avoir des espèces pour lesquelles, effectivement, le fait qu'elles soient amendées, qu'elles aient beaucoup d'eau, c'est vraiment leur besoin et elles vont justement produire des colorants du coup à l'échelle de ce qu'elles grandissent. Donc il peut y avoir ce paramètre-là. Après, il y a aussi peut-être effectivement l'ensoleillement. L'ensoleillement, c'est quand même un vrai sujet parce qu'il y a tout un tas de composés dans les plantes qui servent à la teinture, mais qui au départ sont dans la plante pour gérer l'ensoleillement, les UV. En fait, la plante les fabrique elle-même dans le but de se protéger des UV ou de l'ensoleillement. C'est son objectif à la plante. Elle fabrique ses composés pour ça. En fait, elle ne fait pas des composés pour nous faire des teintures, puisqu'en fait, souvent, les composés, quand on teint, on extrait des composés d'une plante, mais la plante, elle ne les a pas faits pour faire sa couleur. D'ailleurs, c'est souvent pas la couleur visible de la plante qu'on va utiliser en teinture. C'est des composés qui sont à l'intérieur, dans son métabolisme secondaire, et qui servent à la plante pour sa survie. Donc, elle ne peut pas se gratter, elle fait quelque chose pour se défendre contre les attaques des insectes. Elle ne peut pas s'en aller, elle fait des molécules pour se protéger des UV, et elle ne peut pas aller se mettre à l'ombre. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que le soleil va être un enjeu, ce qui explique que certaines plantes doivent être récoltées plutôt en plein soleil, en plein moment de la journée d'ensoleillement, et d'autres où ça a moins d'importance. C'est assez... c'est assez logique. C'est des questions aussi de sol. Par exemple, quand on utilise des racines, notamment la garance, la qualité du sol, si c'est un sol qui est assez calcaire ou si c'est plutôt un sol limoneux, si c'est un sol qui est plutôt basique, si c'est des sols plus acides, ça va jouer sur la qualité des composés qui vont ensuite être extraits de la racine de garance. Parce qu'au moment de sa croissance, elle stocke dans sa racine tout un tas de composés pour elle-même se nourrir ensuite. Elle fait ses composés, ils servent à ses réserves, mais c'est en interaction avec le sol dans lequel elle pousse. Donc, nécessairement, le sol dans lequel, par exemple, poussent les garances, détermine en partie la qualité des rouges qu'on obtient. Donc, hygrométrie, les amendements, l'ensoleillement, le sol et les moments de récolte. C'est ce que tu disais, les périodes de récolte peuvent influer sur les... D'accord. Et alors, j'avais une autre question par rapport à ce que tu avais dit. Donc, tu t'étais intéressée à la partie plutôt agronomique dans la mise en culture.
à différentes échelles. J'ai beaucoup la question ou l'échange avec les personnes des invités, entre ce qu'est une surface qui est productive pour les besoins, par exemple, des ateliers, pour leur propre production, donc des plutôt petites surfaces. Et ensuite, j'avais dans l'épisode avec Greening le fait d'avoir des parcelles productives où on pouvait assurer un certain rendement. Ma question, c'est de savoir si demain la teinture végétale reprend ses lettres de noblesse, notamment due à la nouvelle loi AGEC qui va obliger les entreprises textiles à se poser sincèrement des questions et sérieusement des questions sur limiter leurs impacts. Est-ce que la teinture végétale, si c'est une alternative, est-ce qu'on aurait assez de terre et assez de capacité de culture avec les plantes tinctoriales, et comment on les mettrait en culture justement à plus grande échelle? Elle est longue cette question, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire, d'autant plus que c'est un peu la grande question du jour. Enfin, je pense qu'elle intéresse beaucoup de monde. En fait, je crois qu'il faut la couper en plusieurs morceaux. D'abord, il y a première réflexion qui, à mon avis, te porte tout autant que la plupart des gens qui écoutent cette émission, c'est le fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, le volume de textile qu'on consomme aujourd'hui, si on doit le remplacer en ressources exclusivement renouvelables, dont teinture végétale et fibres animales, techniques non polluantes, etc., on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'à un moment, là, il y a eu un boom, même pas un boom, il y a une courbe exponentielle de la production textile depuis 20 ans, qui a pris une envolée qui est juste sidérante. Et en fait, on ne pourra pas, de toute façon, continuer à consommer à ce volume-là. Donc, si le but, c'est de remplacer l'un par l'autre, je pense que c'est aussi une erreur écologique. Ça n'ira pas vers une solution. Par contre, c'est vrai que on a quand même énormément de surfaces agricoles sur lesquelles on pourrait, en complémentarité avec les questions alimentaires, de relocalisation alimentaire, qui sont prioritaires à mon sens. Enfin, prioritairement, il faut se préoccuper de la mise en circuit court de l'alimentation au maximum, etc. Mais de manière marginale et en même temps synergique, il y a plein de possibilités qui pourraient plutôt être positives dans une diversification sur les parcelles, dans le rétablissement, par exemple, de haies, qui peuvent être des haies de ligneux dont le débroussaillage, enfin le bois donnera des colorants. Il faut très bien choisir les espèces qui vont pouvoir être bien adaptées au terroir. Donc en fait, c'est pas forcément le but de faire tout partout. Le but, c'est plutôt de faire chaque chose qui est bien, qui pousse facilement, en n'ayant pas besoin d'eau parce qu'on va avoir des problèmes d'eau, en n'ayant pas besoin de trop de travail parce que si on réduit les surfaces agricoles, en même temps, on réduit aussi des capacités de mécaniser. Donc il faut modéliser complètement différemment les projets agricoles. Et dans cette perspective, il y a des options. Après, il y a encore ce que je disais tout à l'heure et ce que d'autres ont certainement déjà dit aussi, la question du recyclage, donc que ce soit des déchets alimentaires, mais aussi de tous les déchets autres, c'est-à-dire déchets de débroussaillage, ouverture d'espace. Enfin, il y a plein de plantes que de toute façon on coupe pour plein de raisons. Et ça fait partie aussi de la relation de l'homme avec son environnement, dans la mesure où ça reste en équilibre, où on n'est pas en train de dévaster des ensembles. On peut imaginer que si on coupe pour une raison ou une autre, par exemple, un exemple tout bête, les noix, le noyer, moi je suis dans une région où on produit la noix, je veux dire la récupération du brou de noix, là il y a encore, il y a de quoi faire, je veux dire on en a des tonnes chaque année, donc personne ne fait jamais rien. Il y a juste à le mettre en place et la difficulté, donc la compétence supplémentaire, c'est d'arriver à construire les circuits, avoir des espaces de séchage et avoir des gens qui en fait font l'interface entre des espaces agricoles avec des logiques de marché qui pour l'instant excluent ces ressources, et puis des consommateurs, des clients qui veulent de la teinture mais qui du coup ne pourront pas trouver. Donc il y a toute une reconfiguration des filières, et c'est le cas aussi d'ailleurs pour la laine. Et c'est pour ça que c'est moi ce que j'essaie de faire à mon échelle, et certainement comme plein d'autres gens, mais disons que ça fait quelques années que je me suis attelée à essayer de proposer déjà des formations au CFPPA de Nyons sur la question de la mise en culture des plantes, parce qu'en fait on a
comme dans plein d'autres sujets, des effets d'échelle, des besoins d'outils, et il faut avoir une connaissance globale de tous ces enjeux pour pouvoir bien se positionner. Voilà, donc ça peut être des synergies avec son propre atelier en petite surface, peut être des synergies avec d'autres activités agricoles en plus grande surface. Et quand on a des moyens de mécaniser, rien n'exclut l'intérêt de faire une parcelle en rotation avec d'autres espèces peut-être alimentaires pour une plante très demandée comme la garance par exemple. Mais tout ça, ça doit être réfléchi à chaque fois par rapport à des territoires, par rapport à des outillages, par rapport à des métiers et par rapport à des filières. Ça peut pas se penser hors tout. Donc, en tout cas, c'est un vrai D'accord. sujet. Et là, il se passe qu'il y a quand même parmi ces étudiants qui sont venus au CFPPA des gens qui portent des projets quand même assez construits et qui sont en capacité de commencer à mettre des choses en route. Et ça fait plaisir. Même si ça va leur prendre du temps, ça va pas se faire tout seul. Ce qui est nouveau pour moi, c'est ce que tu as dit dans la complémentarité. Tu as parlé des haies, mais je pense aussi, tu sais, comme engrais verts entre les cultures. Je suis sûre qu'il y a plein de plantes tinctoriales qui pourraient être de bonnes, enfin, comment dire, hyper utiles. Et pareil, tu vois, par exemple, nous, en alimentaire, on avait des soucis au pied des vignes. Et on faisait ils faisaient de la, comment on appelle ça, soit du non-arrachage, tu sais, non-désherbage entre les pieds de vigne, soit ils mettaient je trouve plus mes mots aujourd'hui, mais des engrais verts au pied des vignes qui conservaient l'eau, qui protégeaient le sol, etc., etc. Donc en fait, je pense que tu as raison, il y a plein de choses possibles, sauf que ça veut dire qu'il faut rajouter une étape en plus pour les agriculteurs et leur dire que en plus de faire tout ce qu'ils font, ils vont devoir, par exemple, collecter ou récupérer les produits en complémentarité. Et c'est là où je pense que, comme tu dis, il faut monter des circuits parce que ça peut être plus compliqué du coup. Je pense qu'effectivement, c'est un énorme sujet. Il y a plusieurs trucs. C'est que d'un côté, effectivement, de toute façon, ça s'insère mieux dans des projets agricoles qui ont déjà, alors soit des projets qui ont déjà une solidité et qui vont venir en complémentarité, comme je disais, sur des rotations de culture, des parcelles qu'il faut faire tourner et donc on valorise pendant un temps une surface, etc. Soit effectivement pour des gens qui s'installent, c'est souvent sur des beaucoup plus petits projets, mais il y a quand même une échelle minimum pour que ça fonctionne. Sinon, on appelle ça du jardinage et j'ai envie de dire, c'est encore un autre approche qui est très chouette aussi. Mais pour que ce soit une échelle où on commercialise, c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer donc dans cette formation qu'on fait d'ailleurs avec Magali Bontou là au CFPPA. Et moi sur le volet agricole, j'essaye vraiment de donner des chiffres pour que les gens puissent se projeter par rapport il y a une gamme de modèles possibles. Il faut bien avoir en tête que quand la culture de la garance s'est achevée et qu'on est passé au colorant de synthèse, on était à la fin du 19e siècle et c'était le plein essor de la deuxième révolution industrielle. Et on avait des cohortes d'ouvriers qui étaient payés 1,50 franc la journée et qui pouvaient aller ramasser les plantes. Aujourd'hui, on n'aura plus la possibilité, enfin j'espère, quoique on le fait certainement dans d'autres pays de manière non assumée, mais en tout cas, théoriquement, notre perspective, ça doit pas être celle d'avoir un très très grand nombre d'ouvriers. En ça, la mécanisation, quand même, a apporté pas mal de solutions, et notamment la micro-mécanisation, c'est-à-dire des petits outils agricoles, pas forcément hyper consommateurs, ni qui demandent des emprunts pharaoniques sur 50 ans, mais plutôt des outils qui sont à l'intermédiaire entre, enfin voilà, qui peuvent être sur des gestions de volume quand même petits, mais efficaces. Et par exemple, ça, c'est aussi quelque chose qui peut servir à dynamiser la culture de certaines plantes qui, sinon, demandent trop de travail physique. Et après, dernier point, il faut pas planter. Enfin, évidemment que la récolte du safran, elle se fait à la main et que, du coup, ça reste précieux. Et donc, notre dernier problème dans cette histoire, c'est aussi que la couleur, jusqu'à la fin du 19e siècle, avait un prix et que c'était pas la même chose de teindre en rouge ou de teindre en jaune ou de teindre en noir. Et que aujourd'hui, l'idée que le rouge soit plus cher que le jaune n'est pas forcément quelque chose de naturel. Chez les gens, ça leur pose question. Donc, en fait, il y a aussi un retour sur la valeur de toutes ces ressources, du travail et du temps engagé pour que les choses existent, quoi. Donc ça, c'est culturel.
Moi, comme tu sais, je suis ingé agro et du coup, ce que tu viens de me soulever là comme question, ça turbine dans ma tête. Moi, je travaillais notamment sur la certification HVE pour la vigne, mais aussi pour certains fruits et légumes. Et en fait, dans la norme HVE, il y a toute une partie sur comment les exploitants intègrent plus de biodiversité sur leurs parcelles. Voilà. Notamment, tu sais, des bandes enherbées, etc., etc. En fait, il serait complètement possible de combiner ce retour à la biodiversité avec des plantes tinctoriales qui, en plus, je ne sais pas si toutes sont mellifères et attirent les abeilles et tout ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a quand même pas mal où ça fonctionne bien. Enfin, en tout cas, j'avais eu un témoignage de Morgane Recoul où elle disait que justement il y avait des moments où elle attendait parce qu'il y avait vraiment rassemblement d'insectes et donc elle attendait. Est-ce que ça c'est des choses aussi que vous étudiez, vous regardez? Oui, oui, cette question de synergie avec les autres besoins, usages, biodiversité, enfin, couverture de sol, bien sûr, c'est intéressant. Après, quand on dit plantes tinctoriales, ça recouvre des milliers de plantes, donc on peut pas dire elles sont plus ci, plus ça. Il faut prendre plante par plante. Alors c'est vrai que sur les 10 plus connues et plus cultivées en France, il y a un certain nombre de fleurs. Comme l'anthémis, le Ouais. cosmos, voilà, qui sont bien connus. Bon, mais elles représentent pas à elles seules le potentiel. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, chaque espèce aura des besoins, des apports dans le sol et des prélèvements différents, et que donc les synergies, elles sont à réfléchir en fonction des pratiques culturelles, du type de sol, de est-ce qu'on a de l'eau ou pas. Enfin, je veux dire, chaque chose, il y a pas de généralité possible, mais malgré tout, c'est vrai que par exemple, dans ce qui est plantes, comment on dit, auxiliaires au jardin, donc des plantes qui vont attirer des insectes ou qui vont permettre de capter certaines attaques à la faveur d'autres cultures qui du coup seront moins agressées. Ou voilà, ce genre de synergie, il y a pas mal d'espèces qui seraient intéressantes. Il y a beaucoup de possibilités, mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord se faire une culture des enjeux de la transformation, donc de combien on en a besoin pour que ça tienne debout, quel volume de plantes on doit avoir pour que ça devienne une production commercialisable, disons, parce que si on veut, entre guillemets, produire des plantes, bon, quand quelqu'un s'installe pour faire de la tisane, hein, enfin des plantes à tisane, il y a un volume où la production elle tient debout, mais même si on est en auto-diffusion, enfin je veux dire même si on fait de la vente directe, qu'on est dans des ensachages très artisanaux, qu'on est dans des pratiques à petite échelle, il y a un volume où ça fonctionne. En deçà, ça reste une activité complémentaire. Ben, pour les plantes tinctoriales, c'est pareil, sauf que la différence, c'est qu'un sachet de tisane de 50 grammes, il peut valoir 4,50 €, mais que pour teindre, on doit au minimum avoir quand même, disons, 1 kilo. Je dis pour teindre de manière un peu récurrente, ce qui fait donc un prix de 90 € le kilo, si on est sur le même prix que la tisane. Donc ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes capacités de ces plantes sur le marché à être commercialisées, puisqu'en fait les coûts vont devenir très vite très chers par rapport à ce que les artisanes ou artisans qui transforment auront en plus d'autres ressources elles-mêmes, par exemple de la laine locale, tout ça est coûteux puisque c'est du travail et des savoir-faire très précis. Et donc à la fin, ça fait qu'on a des prix qui sortent très chers. Donc en fait, la logique, c'est effectivement de travailler sur les échelles et sur des choses qui vont être plus faciles, qui vont être qui vont être très adaptées au territoire. Et selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les agriculteurs y viennent? Est-ce que c'est des messages du gouvernement? Est-ce que c'est des lois? Est-ce que c'est des nouveaux labels? Est-ce que c'est des incitations? Ou est-ce que c'est juste un manque d'information et c'est de la formation comme tu pratiques? Qu'est-ce qui ferait que demain, un agriculteur qui s'installe ou qui reprend l'exploitation de ses parents ou de sa famille pense à combiner des cultures, notamment avec des cultures tinctoriales? C'est une bonne question. J'avoue que je me la suis jamais posée comme ça. Quand on voit sur la laine la difficulté déjà que les agriculteurs qui sont en élevage ovin, donc ils font déjà ça, il y a une difficulté extrêmement lourde à faire transformer leur laine, parce que tous les circuits vont demander énormément d'engagement de la part des personnes, ou alors il faut des gens qui s'installent dans l'interface, qui fassent maquignon de laine, qui achètent et qui fassent transformer tout ça.
Donc là, c'est des produits qu'ils ont déjà et la filière étant pas en place, ils arrivent rarement, à part d'être très militants, très motivés, à valoriser. Et ça fait quand même des années qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet, dont Marie-Thérèse Chopin, l'atelier, etc., qui ont été vraiment des pionniers là-dedans. Et maintenant, on voit qu'il y a un intérêt qui va avec les préoccupations textiles et avec aussi une attention des consommateurs. Je pense que pour la teinture, en gros, c'est un peu pareil. Là, depuis 10 ans, enfin, donc voilà, moi, je racontais mon parcours, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à un moment où on était très peu nombreux. Il y avait Michel qui montait le jardin de Couleur Garance, il y avait Dominique Cardon qui était chercheuse et qui avait voilà transmis des choses. Marie-Pierre, donc, qui faisait ses recherches historiques, mais il y avait très peu de monde, personne ne s'intéressait à ce sujet. En 10 ans, là, moi, j'ai vraiment vu, de mes yeux vus, apparaître une communauté, surgir plein de gens, se proposer des tas de nouvelles propositions, que ce soit des stages, mais que ce soit aussi des artisans, des créatrices, voilà. Et tout ça prend un certain temps qui, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, reste à peu près raisonnable et c'est fait avec la prise de conscience sur la question des circuits textiles mondiaux versus circuits textiles relocalisés. Et pour les agriculteurs, je pense que l'injonction étatique, à mon avis, serait pas une solution, puisqu'en fait, les enjeux de la relocalisation alimentaire n'ont pas encore été résolus. Donc, plutôt tabler sur des nouveaux projets un peu pilotes qui s'installent avec des stratégies différentes et puis qui sont pas trop mis en fragilité par cet aspect teinture végétale, mais qui vont, par différentes synergies, tenir. Et ça va créer des micro-filières et des micro-marchés. Et dans ça s'engouffreront d'autres perspectives plus grandes. Mais je pense pas qu'on puisse être dans l'incitation descendante, étatique ou autre. Je pense que par contre, on pourrait l'être sur la valorisation des déchets alimentaires. Là, par contre, on les a déjà, les déchets. Il faut en faire un truc. On pourrait, là-dessus, avoir déjà cette approche-là sur des déchets, sur des choses qui sont déjà produites. Mais sur la production, sur la mise en production, c'est plus délicat. Peut-être un autre levier aussi pourrait être les outils. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont liées à l'outillage. Et ça demande des gens qui se mettent à fabriquer ces outils. Donc, bon, il y a des petites structures comme l'atelier paysan ou des gens qui vont fabriquer des outils un peu à façon. Mais si on veut que ça change d'échelle, c'est sûr qu'il y a un moment, il faut adapter des outils et avoir les marchés derrière, qui suivent. Ouais, d'accord. Donc en fait, il y a tout à créer quand même, si je résume ce que tu dis. Et il y avait aussi cette dualité entre quand tu fais tout à la main, tu es tenu à une surface que tu ne pourras pas dépasser si tu n'es pas mécanisé. Et du coup, j'espère que j'aurai une structure mécanisée qui pourra venir faire un témoignage pour voir vraiment justement le temps qui est effectivement gagné et comment ça se passe avec une plus grosse structure. Oui, non, juste pour répondre sur cette histoire des outils, etc., des dimensionnements, en fait, de toute façon, ça, c'est des questions, tu le sais bien, parce que tu es du métier, mais c'est des questions qui, pour tout type de production végétale, s'étudient à l'implantation. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas dimensionner le projet de la même façon, suivant déjà le type de sol, le type de projet, le volume qu'on veut produire, les types d'outils. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de limites. En fait, il faut laisser commencer à exister cette pratique avec plein de différentes échelles. Mais il faut aussi bien distinguer dans les récits, notamment dans ce que les gens disent de ce qu'ils font, une pratique qui est réellement agricole, donc qui va dégager des volumes suffisants pour quand même que d'autres en profitent et que ça soit un objet de travail, et puis du jardinage qu'on fait pour soi ou qu'on va pouvoir, je le dis sans que l'un soit mieux que l'autre, mais juste pour pas créer de confusion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion entre qu'est-ce que c'est un jardin productif et qu'est-ce que c'est un projet qui va alimenter des filières textiles. Dans les filières textiles, on va avoir quand même des problèmes de continuité de la ressource d'une année sur l'autre, de retrouver chaque fois les mêmes apports. Donc, c'est pas exactement le même enjeu que quand on fait pour soi. Et d'ailleurs, donc avec Patrick Brenac, on en avait parlé parce que je l'avais fait intervenir dans la formation. Et c'est vrai que c'est un peu ça le sujet. C'est aussi d'avoir des volumes suffisants chaque année, de manière tenable, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est l'aléatoire de l'agriculture aussi. Hein. Mais oui, d'accord, je comprends le problématique. C'est plus des modèles, quoi. Voilà.
Et bah du coup, je te proposais un exercice que j'ai proposé pour le moment qu'à Aurélia Wolf, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue. En fait, succession en mode ping-pong de tous les préjugés que on m'a remontés sur la teinture végétale et que tu démontes ou nuances un préjugé que je t'annonce et que tu me donnes ton avis en mode ce qui te vient spontanément. Allez, on essaye. Donc le premier, c'est ce qui revient tout le temps, c'est la palette de couleurs proposée par la couleur végétale reste terne, pastel et fade. Bon, alors là, disons que c'est ouais, c'est pas évident de pas rigoler. Disons que c'est vrai que quand on a moi travaillant sur l'histoire de la teinture végétale et l'histoire textile, en fait jusque dans le milieu du 19e siècle, on n'avait que les plantes comme ressources pour la teinture. Et en fait, ça va peut-être démonter plusieurs de tes préjugés. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'on a été capable d'une part d'avoir des couleurs très vives, très soutenues, très variées, mais aussi d'avoir des couleurs qui ont tenu pendant 5 siècles au mur sur des tapisseries qui étaient exposées à la lumière, ce qui n'est pas le cas du canapé qu'on achète aujourd'hui et qui va au bout de 20 ans être décoloré. Je veux dire on avait un niveau d'expertise, la capacité de reproduire les gammes de couleurs, la capacité de faire des couleurs nuancées avec une grande diversité de gammes. Donc en fait, j'ai envie de dire, l'histoire prouve le contraire et la réponse est là. Préjugé numéro 2, toutes les teintures végétales ne résistent pas aux UV. Bah oui, c'est sûr, mais toutes les teintures de synthèse ne résistent pas non plus aux UV. C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'intérêt d'avoir un peu de bagage historique sur tout ça, c'est de se rendre compte que justement, au cours du temps, on a choisi un certain nombre de plantes pour leur capacité à avoir de la solidité à la lumière, qui est un peu le gros enjeu, parce que la solidité lavage, elle existe, mais enfin, c'est souvent des couleurs qu'on a de toute façon exclues, celles qui n'ont pas de solidité au lavage. On va dire que c'est pas des teintures, mais la solidité lumière étant un gros enjeu, il y a 2000 ans d'histoire qui nous permettent de voir lesquelles ont des bonnes compétences en test lumière. On a le retour sur expérience, en fait, on le sait déjà. Après, il peut y avoir des procédés qui améliorent, et puis il peut y avoir des effets de mode à certaines périodes de l'histoire où on a quand même utilisé des plantes alors qu'elles n'étaient pas solides. Mais parce que ça faisait chic. Un peu comme aujourd'hui, on va acheter des habits qui vont durer 2 ans et après on les jette. On l'a fait aussi avant, Ouais. de cette façon-là. Préjugé numéro 3, la teinture végétale, ça pollue et ça utilise des métaux lourds. Ouais, alors ça, c'est un gros sujet. On en a tous beaucoup débattu, notamment avec Michel Garcia, avec Magali Bontou. C'était des sujets qu'on a échangé parce qu'il y a eu un moment, il y a eu une espèce de panique généralisée là sur la lin et tout ça. Et c'est vrai que, bon, il y a plusieurs réponses à ce point de vue. C'est-à-dire que d'un côté, oui, c'est vrai, il y a un enjeu de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme ressource. Et effectivement, la production d'alun de synthèse peut questionner. Donc, c'est surtout sur sa production, en fait, qu'elle questionne, plutôt que sur sa diffusion, enfin, plutôt que sur le rejet. À mon avis, c'est plus au niveau de la fabrication que là, on pourrait se poser la question. Néanmoins, quand on voit l'impact actuel des colorants de synthèse et le volume, enfin les enjeux qui sont liés à la pollution textile à échelle planétaire, avec des trucs qui sont trimballés en cargo, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi mettre en face des types d'enjeux. Effectivement, peut-être la solution est d'utiliser des couleurs avec parcimonie ou de garder les vêtements très longtemps pour pas non plus avoir à... C'est un vrai sujet. Après, il faut quand même rappeler que ce soit la lin, enfin le sulfate d'aluminium ou le sulfate de fer, enfin le fer, ça fait partie quand même des composés qui sont très partout présents dans la croûte terrestre, donc qui en fait font partie de la structure de la croûte terrestre sur laquelle Le globe. on est installé, et que donc c'est pas pour rien que ces ressources-là ont été quelque part ont émergé comme solution de mordant. Il y a effectivement d'autres options, on peut aussi travailler sur d'autres options, mais moi j'ai l'impression que ce qui est le plus urgent, parce que là pour moi c'est une question d'urgence, c'est de changer le rapport global au textile. En termes de pollution, je pense que c'est surtout par ça qu'il faut commencer. Et du coup, tu me fais penser à une question, Marie. Est-ce que il y a plusieurs personnes qui me la posent d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible de créer des mordants à base de plantes? Oui, bah ça a été beaucoup étudié, et notamment Michel Garcia a beaucoup diffusé aussi autour de ça.
Il y a plein de recettes diverses. Nous, on a cette tradition en Europe des mordants à lin. Et en fait, nous, on a une tradition européenne ancienne de la teinture de la laine et des mordansages à la lin. Ça date de l'époque romaine. On a toujours des traces de ces usages-là, très connus et importants. Dans d'autres cultures, on va travailler autrement. Comme je racontais, le bogolan, c'est des tanins et du fer. On a une gamme de couleurs qui correspond aussi à une palette de plantes et qui correspond aussi à un type de fibre. On travaille notamment là en Afrique le coton. Voilà. Dans d'autres domaines géographiques, il va y avoir d'autres fibres textiles, d'autres types de plantes et d'autres pratiques d'accroche ou de mordançage ou de fixation. Donc oui, il y a plein de possibilités. Après, dans le cas des plantes accumulatrices d'aluminium, c'est vrai que les plantes européennes qui accumulent l'aluminium, notamment les lycopodes, qui ont été très visibles à un moment parce que donc les gens s'inquiétaient de la laine de synthèse. C'est des plantes qui sont très lentes en croissance. C'est des mousses qui poussent dans des biotopes hyper fragiles et particuliers. Et leur capacité à accumuler de l'aluminium est aussi corrélée au fait que c'est des plantes de tourbière, etc. Et en fait, je pense qu'on peut pas faire pire que de se tourner vers elles pour remplacer la lin. Donc, en tout cas, c'est pas une bonne solution. Après, D'accord. Michel avait démontré qu'il y avait d'autres espèces, notamment tropicales ou asiatiques, qui accumulaient l'aluminium. Mais la question se repose du transport et de l'acheminement de tous ces volumes. Voilà. Et bon, après aussi, on peut passer par complètement d'autres techniques, mais il va falloir dans ces cas-là réduire ses attentes en termes de gamme de couleurs et en termes de reproductibilité dans certains cas. Notamment quand on fait de la fermentation et tout ça, c'est super, mais on va pas avoir la même possibilité de faire de la repro de couleurs, de faire des grands volumes. En tout cas, pour l'instant, je connais personne qui fait ça à des échelles vraiment conséquentes, qui pourrait remplacer la consommation de textiles, même revue à la baisse, quoi. Je sais pas si... Voilà. Ouais. Non, si c'est clair. Et du coup, ça arrive à mon quatrième préjugé, mais dont tu as assez, enfin, tu as bien répondu les parties d'avant. C'est la teinture végétale occuperait tous les sols. Si on revenait à cette teinture végétale avec tous les vêtements qu'on a aujourd'hui, tu l'as bien souligné que déjà il fallait vraiment prendre conscience des quantités de vêtements et que ensuite il fallait et c'est là où tu apportes quelque chose que j'avais pas encore entendu, c'est combiner, mettre en complémentarité avec de l'agriculture alimentaire. Et ça, j'avais jamais entendu et je trouve ça super et un sujet à creuser. Préjugé numéro 5, c'est que la teinture végétale coûte plus cher que la teinture synthétique. Non, non, c'est vrai, c'est pas un préjugé, mais sauf que, en fait, est-ce qu'on veut que les choses aient une valeur ou est-ce qu'on veut les consommer éternellement en pouvant les jeter dans la semaine qui suit? Personnellement, je suis plus pour la première option, mais pour tout, pas seulement pour le textile, mais c'est des arbitrages qu'il va falloir défendre. Préjugé numéro 7, les industriels ne sont absolument pas prêts pour passer à la teinture végétale. Là, c'est entendu, tu sais, les teinturiers, les industriels qui font les vêtements. Oui, bah c'est sûr qu'au niveau des machines, des équipements et des structures à échelle, même petite industrie, pour l'instant, l'adaptation du matériel s'est faite justement dans la perspective des colorants de synthèse. Donc, on peut pas leur reprocher maintenant de pas avoir l'équipement puisqu'on a fait la démarche d'aller vers le colorant de synthèse. Après, moi, ce que j'observe, on a un patrimoine industriel justement du 19e siècle qui tourne encore. Je prends toujours l'exemple de la filière laine qui est quand même assez intéressante à observer. On a encore des machines de la fin du 19e qui sont en fonction et qui sont capables de tourner et qui marchent super bien et qui vont encore durer peut-être encore 400 ans tellement elles ont été au départ faites pour durer. Ces machines, il faut des mécaniciens, il faut des gens qui aient des compétences dans les mains pour pouvoir réparer tout ça. Et du point de vue de la teinture végétale, je pense que dans les gens qui ont ces compétences de construction, d'innovation et tout, les ressources humaines, elles existent. Il suffit qu'il y ait un moyen d'investir dans ce projet-là et ça se fera. D'ailleurs, je pense que c'est même en train d'avancer déjà. Et dernier préjugé, donc je crois qu'on est au 7, j'en ai enlevé parce que tu avais déjà répondu à certaines choses. Le dernier préjugé, c'est la teinture végétale est plus coûteuse en énergie que la teinture synthétique. Bah là, pour moi, le modèle de comparaison, il n'existe pas. Parce qu'on compare des choses pas comparables, puisqu'on compare des volumes qui n'ont pas encore été mis en place pour la teinture végétale
et on compare des machines qui n'ont pas encore été doublées donc on pourra en reparler quand on aura des procédés aux mêmes échelles équivalents. En tout cas, à l'heure actuelle, en plus, ça dépend. Si on teint à l'indigo, la ressource en énergie est faible. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Tout dépend. Donc, pour moi, c'est pas un sujet clair. Les choses prennent toujours un peu de temps. Enfin, je veux dire, entre le moment où il y a une prise de conscience, c'est-à-dire un domaine qui commence à émerger socialement. Enfin, je veux dire, comme je disais, moi, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à m'intéresser à la discipline, il y avait peu de monde et c'était un petit peu quelque chose de très très marginal, un peu farfelu. Et là, c'est en train d'être quand même quelque chose que beaucoup de gens connaissent, qui prend un peu de sens. Donc, je pense qu'en fait, là, on est vraiment en train d'arriver en ce moment à un tournant avec plusieurs initiatives. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que je pense qu'on est plusieurs à avoir eu une activité artisanale qui a plafonné. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est à échelle artisanale, on peut pas plus de volume, on peut pas plus de production à telle échelle. Et donc, tout le monde arrive au moment de se dire, du coup, est-ce que je change d'échelle? Et donc, ça veut dire équipement, investissement, mise en place de teinturerie, peut-être mutualisation aussi. Moi, je dirais qu'en fait, pour moi, c'est ce que je dis aussi pour la production de plantes. Le gros biais pour moi de la discipline en ce moment, c'est le côté très individuel de tous les projets, avec des gens qui ont des capacités d'investissement et qui veulent en gros acheter en kit tout ce qu'il faut pour faire leur truc sans forcément avoir toutes les expériences, toutes les compétences, des gens qui vont pas forcément avoir de capacité d'investissement, mais qui du coup sont pas encore en situation de changer d'échelle. Et je pense qu'en fait la mutualisation et ou de l'eau, par exemple, pour les producteurs de plantes, peut-être que l'objectif, c'est pas d'être le seul à faire ça, mais d'être plusieurs et de mutualiser. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis assez longtemps. D'ailleurs, je crois que derrière, il y a eu des stagiaires et des gens qui ont fait émerger des projets collectifs. Mais en fait, il y a des choses, on peut pas les faire tout seul. Et donc, pour les faire à plusieurs, il faut peut-être de l'attention aux compétences et aux synergies possibles et aux ressources qu'on peut mutualiser. Et il y a aussi une question de territoire. Et ça, c'est un très gros enjeu. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'était pas très nombreux, donc en fait, on était dispersés. C'est vrai que là, comme on commence à être plus nombreux, effectivement, sur un territoire moins éloigné, moins grand, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont des projets qui pourraient trouver synergie. J'allais dire, est-ce que ça, c'est pas non plus lié au fait qu'aujourd'hui, alors je démarre, hein, moi, je plonge ma curiosité depuis quelques mois, mais est-ce que c'est pas non plus parce que il n'y a pas forcément de fédération, il n'y a pas forcément de rassemblement ou d'événements qui rassemblent tout le monde, tu vois, au niveau de la couleur végétale au sens large et de la teinture, parce que tu vois, j'ai entendu des associations, donc Isina, Colore ton monde, Couleur Garance. J'ai su par Dominique Cardon qu'il y avait des symposiums qui avaient lieu, je sais plus si c'était annuel ou bisannuel. Il y a eu des événements à Loris, il y a eu des événements à Couleur Garance, mais tu vois, à tous les invités, je pose la question de qui fédère aujourd'hui et quels sont les événements marquants et immanquables sur la couleur végétale. Et en fait, j'ai pas beaucoup de réponses là-dessus. Et du coup, je me demande si ce que tu dis dans il faudrait mutualiser les outils, les projets, etc., c'est pas lié non plus au fait que y ait pas de voix commune. Non seulement je suis d'accord avec toi, mais en plus c'est un sujet qui est pas nouveau parce qu'en fait ça fait déjà plusieurs années qu'on s'était un petit peu entre personnes qui se connaissent. Par exemple, un des gros soucis qu'on a, c'est que tant qu'il n'y a pas un espace, un temps fort, parce que c'est vrai qu'effectivement longtemps il y avait les marchés de la couleur à Couleur Garance qui fédéraient, et Couleur Garance avait un peu cette vision-là, mais c'est très différent aujourd'hui et on peut pas considérer que ça se soit maintenu de cette façon-là. C'est devenu autre chose et ça a aussi son sens, mais c'est plus un lieu ressource, c'est un lieu comme d'autres qui sont en train de se monter. Surtout que comme il y a plein de nouvelles personnes arrivant dans la couleur végétale, la résonance un peu historique du lieu Couleur Garance, elle s'est diluée, ouais, puisqu'il y a des gens, ils vont pas connaître tout simplement, ou ils vont peut-être en entendre parler, mais ils vont pas avoir la même vision que nous qui étions là quand ça a démarré et pour qui c'était vraiment le lieu ressource avec Michel qui apportait toute
toute sa dynamique, la discipline. Donc c'est vrai qu'il y a plus tellement ni un lieu, alors pour ce dont Dominique a parlé là, le symposium. Effectivement, ça c'est à une autre échelle. Là, on est à échelle planétaire. Je pense que ça c'est vraiment une création exceptionnelle et qui a tout son sens. Néanmoins, ça reste très inaccessible pour des gens qui sont artisans ou paysans, parce qu'en fait, c'est planétaire. Voilà, faut prendre l'avion, aller dans des endroits éloignés. Moi, personnellement, j'avais pas les moyens d'aller à Madagascar la dernière fois. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se réunir dans ces contextes-là. Même si je sais qu'il y a des efforts faits, notamment pour les gens des pays du Sud, pour essayer de baisser les coûts et tout ça, mais ça reste quand même quelque chose qui est carrément à une autre échelle, quoi. Donc après, c'est vrai que, comme je disais, depuis quelques années, on en avait discuté avec Marjorie Salle, avec d'autres personnes avec qui on observait un peu notre discipline, qui tout d'un coup prenait de l'essor dans tous les sens, de manière échevelée. Et c'est vrai qu'il manque une dimension syndicale ou corporatiste qui permettrait, d'une part, de se connaître, d'autre part, d'établir peut-être, alors à la fois des liens, mais aussi des valeurs au travail, des pratiques, un certain respect de règles syndicales, comme on le fait dans le syndicat des simples, par exemple, où on va avoir un regard sur les modes de cueillette, la manière de faire, la commercialisation, mais aussi la valeur des lots, pas faire du dumping en étant voilà. Enfin, il y aurait un besoin comme ça. Moi, j'avoue que j'ai été à un moment, il y a 4-5 ans, un peu plus que ça, peut-être 7 ou 8 ans, très préoccupée de ça, parce que je trouvais ça triste, en fait, qu'il n'y ait pas un espace de rencontres et tout ça. Ici, à Die, à l'époque, on était quelques-uns, quelques-unes, on avait fait des petits workshops dont le but était vraiment de bosser ensemble et de se voir pour partager simplement des moments de travail et puis rigoler et puis voilà, échanger sur nos pratiques et tout. Mais voilà, c'est difficile à porter, c'est quelque chose qu'il faut tenir dans le temps et c'est aussi un effet, effectivement, peut-être encore de la dispersion, d'une part géographique, mais peut-être aussi de la dispersion des pratiques, parce que finalement, il y a une très grande diversité d'approches dans le milieu, et c'est ça qui est chouette aussi. Mais ce qui fait qu'il va y avoir des gens qui sont peut-être dans des problématiques par rapport à des cueilleurs de simples qui vont se fédérer autour de la pratique de leurs plantes, entre des gens qui sont vraiment dans les milieux urbains, dans le design, dans des pratiques de mode, et d'autres qui vont sur des volets très paysans. On a quand même des enjeux hyper variés, de plein de professions, de plein de savoir-faire. Tout ce qui est passionnant d'ailleurs dans la couleur végétale, c'est que ça rassemble des thématiques incroyablement diverses. Que ce soit dans la recherche en pluridisciplinarité ou dans la pratique, dans les corps de métier que ça peut concerner, mais en même temps, c'est beaucoup plus dur de rassembler, quoi. Oui, il y a un mouvement côté teinture avec plus de demandes en colorant, plus de gens qui se lancent, que ce soit dans le DIY, on va dire, ou dans la semi, voire industrialisation de la teinture végétale. Mais elle m'expliquait que les domaines où ça bouge le plus, c'est notamment la cosmétique, tout ce qui est peinture, etc., plutôt bâtiment. Et en fait, je me dis, est-ce qu'il y a eu un moment, une volonté de remonter encore d'un cran et de se dire, en fait, il y a les teinturiers artisanaux, artisanaux ou semi-industriels, avec tout ce que ça englobe dedans, comme tu l'as dit très bien, avec les corps de métier, etc. Mais il y a aussi la cosmétique, la chimie, le bâtiment. Et est-ce qu'à un moment, il y a eu historiquement des rencontres pour peut-être, comment on va dire, se mettre en mutualisation pour avoir plus de voix ou plus de poids dans ces sujets-là? Je pense que c'est ce qui a été fait et dans les symposiums, donc le symposium international sur les teintures végétales. Là. Ça a été le cas aussi dans les marchés de la couleur à l'époque où Michel et d'autres personnes portaient sa conception. Il y avait des journées d'études avec des gens très très différents. C'était passionnant. Il y avait des gens incroyables qui arrivaient avec des projets complètement inédits. Et c'était très très riche, et ça venait effectivement de milieux différents. Il y avait des gens qui venaient de la recherche, il y avait des gens qui venaient plutôt de la pratique, et tout ça se mélangeait bien. Donc je pense qu'en fait il n'y a pas de
il n'y a pas de frein absolu à mettre ensemble les gens, mais simplement le fédérer, c'est aussi effectivement avoir un lieu emblématique peut-être, ou en tout cas des lieux. Peut-être ça peut être des lieux, ça peut être en tournant dans différents espaces, mais il faut quand même une énergie pas possible pour organiser, donc des collectifs. Donc moi, vraiment, il y a eu un moment où j'étais pas loin de commencer à vouloir fédérer ça, voilà, d'en discuter. Mais c'est vrai que je vois bien, en tout cas moi, j'ai déjà beaucoup d'activités autour de cette thématique et d'autres, puisque j'ai aussi des activités un peu de recherche historique, bref, d'élevage, voilà, bon, c'est un peu la folie. Donc du coup, c'est vrai que je pense que c'est presque un job à part entière, hein, de s'occuper, de dynamiser une discipline comme ça. Voilà, il y a quand même vraiment un énorme travail de fond pour que ce soit aussi construit sur des bases, j'ai envie de dire, de réelle mutualisation qui puisse faire advenir des pratiques collectives. Pour l'instant, en tout cas, on en est loin. Ça s'est même dilué par rapport à ce que ça a pu être au démarrage. Là, enfin, au démarrage, à l'époque où Michel était encore à Couleur-Garance en train de monter les jardins et tout. Il y a quelque chose qui peut revenir, mais à mon avis, il faudra un beau travail en amont. Ça peut pas se faire dans un claquement de doigts, quoi. Il y a rien d'intuitif. Il va falloir créer des occasions, peut-être des formats aussi nouveaux, des nouveaux formats pour. Ah bah écoute, c'est hyper intéressant ces discussions. Ce que je peux dire, c'est que du coup, moi, j'ai évolué d'un parcours où je faisais plutôt de la. J'ai fait beaucoup de formations, beaucoup d'interventions, etc. Et que maintenant, j'essaye de me spécialiser en fait dans ce que je propose en formation. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de dire aussi parce que c'est pareil. L'offre de formation, elle s'est beaucoup multipliée, elle a grandi et c'est plutôt chouette parce que ça fait plus de monde qui comprend de quoi on parle et plus de personnes ressources. Et du coup, c'est vrai que moi, j'essaye maintenant de m'inscrire vraiment que sur des thématiques transversales sur lesquelles j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc, j'essaie de rester soit sur les volets botaniques et cueillettes, soit sur cette question de mise en culture, soit sur les volets historiques, où j'aimerais bien, en fait, avec le bagage que j'ai comme historienne des teintures et des textiles, et toutes les recherches que j'ai continué à faire depuis, parce qu'en fait, ça se voit moins, parce que je n'ai pas toujours le temps de publier, mais en fait, j'ai un gros travail de fond sur que ce soit l'histoire des espèces des plantes, mais aussi l'histoire du textile, l'histoire du travail, etc. Et ça, et ben, du coup, j'essaie de m'en servir. Et donc, de me spécialiser, en fait, et de laisser aussi, de cette façon, peut-être se jouer d'autres propositions, d'autres projets, et de s'inscrire en complémentarité, en fait, aussi. Ouais, et du coup, on retrouve où tu as un site internet sur lequel on peut retrouver tes propositions de formation plus spécifiques? Bah, du coup, j'ai un site qui s'appelle teinture naturelle au pluriel tout attaché.fr. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup dans des structures extérieures que je vais proposer des choses. Donc souvent la communication elle est aussi faite par d'autres gens. Voilà, mais c'est pour dire aussi même sur ce volet D'accord. formation, il y a encore une réflexion, je pense, de fond à avoir pour que chacun aille vraiment vers ce qu'il a de plus particulier. Moi, j'essaye en tout cas de Ouais, faire ça. Voilà, j'ai aussi un truc auquel je suis assez super. attachée, comme j'ai dit, c'est cette histoire de filière laine. Et du coup, on a monté ici tout un projet de formation avec l'ADEAR, qui est la structure de formation de la Confédération de paysanne, et qui concerne des formations sur la filière laine pour des éleveuses ou des gens qui s'installent, des éleveuses et des éleveurs, mais c'est souvent plutôt des éleveuses qui viennent. Et du coup, par exemple, ça, je suis très attachée à ce boulot-là parce que c'est un boulot qui se fait avec une éleveuse, des gens qui sont vraiment dans la pratique de terrain. Et on essaye d'être sur quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent repartir pour, dans leur métier, appliquer ça immédiatement. Merci, Attends, Pauline. du coup, je te propose, Marie, qu'on passe à des questions un peu plus tac au tac. Si tu étais une plante colorante, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors moi, je pense que je serais le Cotinus cogigria, l'arbre que certains appellent l'arbre à perruque ou le bois roux ou fustet, voilà. C'est un petit arbre qui a un bois colorant qui fait une couleur orange complètement magnifique. C'est aussi un très bel arbre. Il a des feuilles que je trouve
très belle. C'est une anacardiacée. Donc, on en trouve ici en Europe des anacardiacées, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus en Afrique, dans cette famille botanique-là. Donc, ça fait le lien avec mes parents de cœur africains, voilà. Cette anacardiacée qui pousse sur des montagnes ici dans mon coin. En fait, c'est une espèce endémique. Il y en a plein dans la montagne autour de chez moi. Il était récolté autrefois pour la teinturerie et la tannerie. Donc, il a une histoire et il est très joli. Il a des grandes grappes de graines qui font une barbe à papa très délicate et c'est un arbre que j'aime beaucoup. Ouais. Ok, top. Est-ce que tu aurais des livres à recommander, donc à part les tiens, donc je rappelle, Guide des teintures naturelles, plantes et fleurs, et tu en as fait un sur les champignons et les lichens. Est-ce que tu aurais 3 livres à citer pour inspirer les gens qui nous écoutent dans leur lecture? Oui, alors je veux bien citer, même si du coup on n'en parlera pas là. Enfin, tu me dis si c'est pertinent, mais le bouquin de Dominique Lucchini là, qui est sur l'art de la laine, hein, qui moi m'a vraiment paru Ouais, être un super. super beau projet, qui est peut-être pas encore très connu non plus. Donc voilà, enfin certainement il va l'être assez vite, mais en tout cas il mérite d'être mentionné. Bon, évidemment il y a tout le travail de D'accord. Dominique et de Michel Garcia, mais je pense que c'est de Dominique Cardon et de Michel Garcia, mais je pense que ça c'est déjà fait. Donc sinon, pour citer, dans les bouquins que j'aime bien, il y a, je trouve qu'en livre d'atelier, en livre de travail, que d'ailleurs je trouve très complémentaire avec le mien, c'est le livre de Karine Delaunay, Teinture naturelle. Je trouve qu'elle a fait un boulot super, il est hyper clair, ses recettes sont bien. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment super et que pour le coup, c'est une femme qui a bossé aussi pendant peut-être, je sais pas, 20 ans à faire tous ses essais. Donc c'était un beau cadeau qu'elle partage ça. Voilà. Et Ok. c'est tout. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Bah, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est des nouveaux en plus, donc ça c'est top. Et maintenant, la question sur à qui tu veux passer le micro pour la suite de la chaîne, des podcasts. Si tu peux me citer 3 personnes, une ou deux, jusqu'à 3, on va dire, que tu aimerais que j'aille interroger. Et puis après, on s'arrêtera là. Ok, c'est vrai que comme j'ai pas mal parlé d'elle et que je pense que c'est une personne assez précieuse, mais peut-être moins visible, je pense que ce serait chouette de pouvoir entendre le travail incroyable que fait Marie-Pierre Pubaret, qui est donc en Bretagne, qui est tisserande D'accord. et teinturière historique, voilà, et qui a des années et des années et des années de travail derrière sur ce sujet. Et puis, bon, j'imagine que beaucoup de gens ont déjà été cités, donc comme j'ai pas eu le temps de tout écouter, je sais pas forcément qui a déjà été mentionné, mais T'inquiète, vas-y. je sais pas si vous avez déjà rencontré Aboubacar Fofana, mais c'est une Alors, personne. on me l'a cité. D'accord. Je ne l'ai pas encore enregistré avec lui, donc je note. Mais il y a plein de gens qui m'en ont parlé, effectivement. Ok. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'en fait le monde est assez petit et que du coup il y a déjà un bel ensemble qui a été proposé. Donc faudrait que je réfléchisse pour te donner plus de noms. Ouais. Euh, Et bah, voilà. tu peux me faire un mail après si tu as des idées, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, Voilà. c'est bien, ça fait des. Sur le volet des plantes et de la culture des plantes, donc c'est un travail voilà que moi j'ai beaucoup fait, mais c'est vrai qu'il faut aussi bien mentionner le travail que fait Florent Valentin à Couleur-Garance dans le jardin. Florent Valentin, il était là à l'origine du jardin avec Michel, il a été à la mise en place, donc il est jardinier, lui il n'est pas teinturier, mais il a été là à la mise en Mhm. place du jardin et ça fait 25 ans qu'il fait tout ce travail de collection de plantes. Donc sur le volet plantes, c'est une personne ressource et vraiment intéressante. Ah bah, Voilà. t'as bien raison. Je vais aller creuser de ce côté-là. Ok, super. Bah écoute, Marie, c'était hyper riche. Ouais, en termes de fédération, je voulais dire que de fédérer les gens, de regrouper tout ça, je trouve que ta démarche, Pauline, elle apporte énormément parce qu'en fait, je pense qu'on a aussi cette difficulté à la fois à se rendre visible. En tout cas, pour ma part, je pense, je suis un peu dans ma grotte et dans mon jardin et j'ai du mal à prendre ce temps de communiquer dans ma profession, en fait. On se croise peu et pour d'autres, peut-être qui communiquent plus, on n'a pas tous en tête toutes les personnes avec qui on pourrait échanger. Et donc, je pense que tu apportes, grâce à ton travail, qui doit être quand même colossal, vu le boulot que ça représente de mettre tout le monde ensemble, je pense que tu apportes vraiment quelque chose à la discipline. Donc, je te remercie pour nous tous, parce que je pense que c'était vraiment utile de proposer ça. Voilà. Oh bah top. Top, merci. Non, non, franchement, merci Marie.
Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!